et vice-président, directeur, honorable présence, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence en ligne sur le thème Doing Business with RDC, République démocratique du Congo. Merci vivement à toutes les entreprises présentes, connectées avec nous, ainsi que les intervenants qui vont se succéder tout au long de cette conférence en ligne. Cette initiative rentre dans le cadre des actions menées par l'Association marocaine des exportateurs, la SMEX, l'ambassade de la République démocratique du Congo au Maroc et l'Agence nationale de promotion des investissements, visant à faire connaître la RDC, son potentiel aux investisseurs et exportateurs marocains, ainsi que les principes fondamentaux de la culture des affaires dans ce pays et, par conséquent, le renforcement des échanges bilatéraux. En effet, le Maroc et la RDC entretiennent des relations historiques, pour ne pas dire séculaires. Cependant, bien que la coopération entre les deux pays existe de longue date, les échanges entre les deux pays restent en dessous de leur tout potentiel. Au-delà de ce constat, des secteurs allant de l'industrie, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, des nouvelles technologies et bien d'autres apparaissent comme des gisements prometteurs. Ils pourraient propulser cette coopération vers un partenariat stratégique agissant dans le cadre de complémentarité, de partenariat et de synergie innovantes. C'est pour présenter les atouts et les perspectives de développement économique et commerciaux mutuels, les opportunités d'investissement et d'exportation sur le marché de la RDC que j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagné, mesdames et messieurs, pour les mots de bienvenue de M. Hassan Sintissi, président de l'Association marocaine des exportateurs, son Excellence Monsieur Henri Mangaya, ambassadeur de la République démocratique du Congo. Soyez le bienvenu, Excellence, parmi nous. Pour le volet économique, opportunités d'investissement, Monsieur Antonin Finzo Kamole, directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements, Madame Salwa Kakre, vice-présidente, présidente de la Commission Afrique, qui va se connecter avec nous, qui nous suit depuis tout à l'heure, de la Commission Afrique de la SMEX, et Madame le professeur Yoyo Baende, directeur de cabinet adjoint, ministère du Commerce extérieur. Bien entendu, un débat va suivre, les échanges et les interventions des panélistes, et bien entendu, comme le veut la tradition, le mot de bienvenue par Monsieur Hassan Sintissi, président de la SMEX. À vous la parole, Monsieur le Président. Peut-être, si vous voulez que je sois bref, je vais m'arrêter, soyez le bienvenu. Et si vous voulez, si ma voix porte, alors là, je vais vous raconter un peu ce qu'on nous a écrit. Alors, Excellence, Mesdames et Messieurs, je me réjouis, c'est une vérité, de me retrouver avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette rencontre virtuelle qui fait suite à la visite officielle d'une importante délégation de la République démocratique du Congo au Maroc en février dernier. Notre rencontre s'inscrit dans le cadre des actions de la SMEX visant à rapprocher les opérateurs économiques marocains de l'environnement, des affaires dans cet important pays ami et frère du Maroc et des opportunités d'export et d'investissement qu'ils pourraient saisir. Je remercie donc leur Excellence, M. l'ambassadeur, M. le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements et Madame le directeur du cabinet de M. le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, ainsi que leurs proches collaborateurs qui ont bien voulu accepter nous honorer pour nous présenter les possibilités du business et de partenariat dans leur pays. Je remercie également toutes les personnes qui nous suivent à distance, bien que ce webinaire est organisé dans une période de début des congés chez plusieurs entreprises et institutions. Je saisis cette occasion pour remercier aussi les initiateurs de cette rencontre, que j'espère ne sera pas la première, étant donné les possibilités de partenariat que les opérateurs économiques de nos deux pays peuvent explorer. Je ne vais pas m'arrêter par les remerciements parce que vous avez ici présente avec nous Madame Tsatsi, Madame là-bas et Madame Kautak, n'est-ce pas, qui est notre secrétaire général. Donc, vous voulez, c'est la crème de nos femmes que vous avez en face de vous. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Notre objectif est de marquer le début d'une nouvelle ère de partenariat économique entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo. Pour ce faire, un protocole d'accord sera signé aujourd'hui entre la SMEX et la NAPI pour accompagner les entreprises qui souhaitent investir et ou développer leurs échanges commerciaux avec la République démocratique du Congo. Nous souhaitons ainsi renforcer les rencontres bilatérales entre les hommes d'affaires des deux pays et leur proposer un panel complet de services d'information et de conseils pour les accompagner dans la définition de leur stratégie commerciale, l'optimisation du développement de leurs produits, la maximisation des conditions d'accès au niveau international et bien entendu l'amélioration de la performance de leur structure. Les opportunités du business, de l'investissement existent partout, mais il faut savoir comment les saisir et surtout comment s'y préparer et s'y adapter. Aussi, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, devrait-elle donner un nouvel élan et une nouvelle dynamique pour le renforcement des échanges et du partenariat entre les pays du continent en général et entre le Maroc et la République démocratique du Congo en particulier. Profitons et profitez alors de la présence parmi nous de ce panel d'experts pour leur poser toutes vos questions sur l'ensemble des aspects qui peuvent vous faciliter et vous ouvrir les opportunités de business dans cet important marché africain d'Afrique subsaharienne. Sans plus tarder, je souhaite plein succès aux travaux de cet important webinaire et je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, M. le Président. Merci de votre intervention. Vous avez évoqué une nouvelle ère économique qui va, bien sûr, prendre racine et s'originer dans cet événement d'aujourd'hui. Un protocole d'accord est là pour concrétiser la volonté mutuelle, le renforcement bilatéral, la nécessité de diversifier, d'intensifier les relations bilatérales, surtout dans un cadre qui est important, très dynamique, qui est la zone de libre-échange africaine dans laquelle, bien sûr, ce protocole va trouver beaucoup d'épanouissement. Et sans trop tarder la parole à son Excellence Henri Mongaya, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Maroc. À vous la parole, Excellence. Merci beaucoup. Je ne serai pas dans les chiffres, je laisse cela à Monsieur le DG de la NAPI. Moi, je commencerai par des aspects politiques, parce que c'est mon devoir. Monsieur le Président de l'Association marocaine des exportateurs, Monsieur le Directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, je m'adresse d'abord à vous deux. C'est avec une grande satisfaction que nous notons la considération que vous venez de manifester à l'endroit de la représentation diplomatique de la RDC près le Royaume du Maroc, en la faisant participer au webinaire Doing Business with DRT, mais aussi en l'associant à cette importante cérémonie qui s'ensuivra de la signature du protocole d'accord entre l'Association marocaine des exportateurs et l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo. Nous en sommes très honorés. Madame la directrice de cabinet adjointe du ministre du Commerce extérieur de la RDC, Mesdames et Messieurs les membres de la SMEX, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, si nous sommes ici présents, réunis dans cette installation, c'est parce que nous vivons dans un espace où les liens d'amitié et de respect mutuel qui unissent de longue date le Maroc et la RDC sont très excellents. En effet, dès lors de la cession de nos deux pays à la souveraineté internationale, Sa Majesté le roi Mohamed V et le Premier ministre Patrice Emery Lumumba se sont rencontrés à Casablanca et ont scellé d'un cachet indélébile les rapports multisectoriels entre les deux États. Ces relations se sont renforcées et consolidées depuis
grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui prône de cesse une coopération sud-sud, solidaire, efficace, ainsi que par l'engagement et la détermination d'ouverture de la RDC à l'Afrique et surtout voulu ardemment par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aussi devons-nous, de par les orientations de nos illustres chefs d'État, reconnaître humblement que la cérémonie de ce jour ouvre un nouveau chapitre dans nos relations bilatérales, car elle est l'aboutissement des discussions et échanges fructueux amorcés lors de la récente et toute première mission économique que l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la RDC a organisée conjointement avec la Chambre de commerce maroco-congolaise au Maroc du 27 février au 3 mars 2023, particulièrement à Casablanca, à Rabat et à El Jadida, laquelle mission économique avait pour ambition de faire se rencontrer les institutions et milieux d'affaires marocains et congolais à l'effet de concrétiser le potentiel immense de coopération économique entre le Maroc et la RDC et ainsi impulser une nouvelle phase bilatérale active d'échanges économiques et commerciaux. C'est l'occasion pour moi d'affirmer que cette mission économique a notamment permis l'établissement et la conclusion le 25 avril 2023 d'un partenariat économique entre les chambres de commerce, d'industrie et de services des deux pays, suivi de la visite à Kinshasa au mois de juin dernier du groupe Pan Equipment, distributeur indépendant de composantes pour la machinerie lourde des mines à ciel ouvert, assisté par le cabinet d'avocats Gauvin et Raji Avocats. Ils ont été reçus et accompagnés par le directeur général de l'ANAPI auprès des différents acteurs clés du secteur minier congolais pour des échanges qui se sont avérés très fructueux et devaient résulter très prochainement à leur installation en RDC. C'est effectivement un tournant décisif dans le renforcement de nos relations économiques, jetant les bases d'un partenariat solide et bénéfique pour nos deux peuples. Cela témoigne de l'engagement ferme du Maroc et de la RDC à travailler en synergie pour stimuler le développement économique et créer de nouvelles opportunités d'affaires pour nos entreprises respectives. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Madame la Directrice de cabinet adjointe, Mesdames et Messieurs, l'ANAPI joue une partition qu'on ne peut occulter et se révèle être un pion-major car son rôle est crucial dans la promotion des investissements en RDC, tant dans l'identification des opportunités que la facilitation des démarches administratives soutenues par un environnement propice aux investisseurs. Monsieur le directeur général, je m'adresse particulièrement à vous. Je ne dois me féliciter pas uniquement de votre invitation conjointe, mais je dois également indiquer combien l'ANAPI, par vous, tient à la participation, surtout à l'accompagnement de ces activités extérieures par nos différentes ambassades. À ce titre, je me dois de me rappeler vos réflexions combien subtiles lors de la conférence diplomatique tenue en février 2022, épinglant certaines des missions qui sont les nôtres dans le contexte de la diplomatie économique, à savoir les diverses stratégies de promotion des investissements, le concept des investissements directs étrangers, en insistant sur les mécanismes en vue de l'assainissement du climat des affaires et éventuellement l'attractivité par la communication, pour ne citer que cela. Monsieur le DG parachevait plutôt ainsi une des recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la diplomatie du développement qui requiert de l'engagement, de la vision, de l'ambition, de la clairvoyance pour atteindre les objectifs. Votre approche et votre perception et surtout votre conviction de voir s'établir une collaboration
étroite entre l'ANAPI et le corps diplomatique congolais nous interpelle à un très haut niveau et nous invite à conjuguer nos efforts avec votre agence pour ramener des investissements de divers ordres au pays et contribuer ainsi à la transformation de nos multiples potentialités en richesses réelles. Dans le cas d'espèce, nous saluons l'apport de la SMEX, reconnu pour son rôle moteur dans le développement des exportations marocaines, tout comme son engagement en faveur de la croissance économique. J'estime qu'avec cet accord que vous concrétiserez bientôt, la voie vers une collaboration fructueuse s'ouvre entre les secteurs privés de nos pays. Les avantages potentiels de cette alliance sont multiples et se constatera par l'accroissement des échanges commerciaux, la facilitation du transfert de technologies, le renforcement des capacités de production et surtout la promotion du partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises marocaines et congolaises. Ensemble, ASMEX, ANAPI, FEC, CGM et votre ambassade, comme partenaires utiles dans ce cadre bilatéral, les défis économiques de notre époque pourront être relevés et ce, en saisissant les opportunités qui se présentent à nous. Ce faisant, je suis convaincu que cela comblerait l'écart existant entre, hélas, l'exemplarité de nos relations politiques par rapport à nos échanges économiques presque insignifiants. Je reste persuadé que cette collaboration renforcera la compétitivité de nos économies respectives sur la scène internationale, tout comme elle contribuera à renforcer les liens humains, culturels et sociaux entre nos nations, enrichissant ainsi notre compréhension mutuelle. En terminant, je tiens, messieurs, dames, à réaffirmer l'engagement de l'ambassade à Rabat à travailler main dans la main avec, certes, les autorités du pays accréditaires, mais aussi avec le monde économique du Royaume afin d'assurer un franc succès à cette collaboration. Que l'acte posé ce jour ouvre la porte vers un avenir meilleur, prometteur, axé sur une coopération dans la fraternité. Que nos relations bilatérales continuent de croître et de prospérer pour le bien-être de nos peuples respectifs. Vive la coopération économique entre nos deux nations, vive l'amitié entre la RDC et le Maroc. Je vous remercie de votre attention. Excusez-moi d'avoir été trop lent. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Vous avez évoqué un nouveau chapitre économique entre les deux nations et par cette expression, vous rejoignez ce que disait aussi le président de la SMEC. Vous avez évoqué les relations économiques qui ont connu un vrai dynamisme récemment et vous avez évoqué les perspectives parce que les conditions sont favorables à l'investissement économique dans les deux pays. Je voudrais juste rassurer, mesdames et messieurs, vous aurez tous la parole, mais on a un ordre. On va essayer de respecter, de suivre et la parole sans trop tarder est à monsieur Anthony Kinzo Kamolé. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale des promotions des investissements. Soyez le bienvenu, à vous la parole. Merci. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Merci, Monsieur le Président. Merci à toute la crème de ASMEX et merci beaucoup à Madame la directrice cabinet adjoint de son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, que je suis même en train de remercier d'avoir permis à ce qu'il puisse permettre à ce que vous soyez ici. Je souligne que Madame la directrice cabinet adjoint vient des Émirats arabes unis actuellement. Elle a tenu à participer ici avant de rentrer à Kinshasa. L'importance de ce rôle des échanges commerciaux que nous voulons avoir. Ça mérite des applaudissements. Elle est professeure de son État. Elle enseigne en économie depuis plusieurs années déjà. Donc, elle a formé non seulement des étudiants, mais aussi des professeurs dans notre pays. Je vais aller assez rapidement sur les différents slides pour pouvoir échanger ensemble. Je ne sais pas si c'est bon déjà. Par qui je peux aller? Donc, c'est bon. Alors, nous avons quelques 9 points qu'on va partager ensemble. Son Excellence a déjà souligné ça et Monsieur le Président aussi a souligné sur la question de l'importance des échanges commerciaux. La RDC en chiffres, pour aller assez rapidement, en 2022, nous avons fini notre PIB avec 8,9%.
Et aujourd'hui, lorsque vous regardez le contexte macroéconomique, une amélioration positive et réelle est en train de se faire en regardant les agences de notation, Moody's, Standard & Poor's et dernièrement encore avec Bloomsfield. Bloomsfield qui est une agence africaine. La première année qu'elle nous a coté est 2022, on était à 5,1 et cette année, quand elle nous a évalué, nous sommes passés de 5,1 à 5,5. Ça montre qu'il y a une évolution, malgré le fait que nous sommes une économie dollarisée, mais on montre combien il y a une sorte de résistance, de résilience de notre économie sur cette question. Mais en plus de ça, nous avons quand même ce qu'on appelle les agences internationales. Je parle du Fonds monétaire international, qui est dans un programme avec notre pays qui montre combien nous sommes de plus en plus résilients. Et là, au terme de la 4e revue qu'elle a conclue, on a bénéficié encore d'un décaissement autorisé qui a montré que notre économie est vraiment résiliente et ça nous permet d'avancer assez rapidement. Sur les chiffres, on regardait un tout petit peu les flux d'investissement en RDC. Nous sommes 2 points après le Maroc et ça, c'est le rapport de CNUSED 2022. Nous sommes en fait de plus en plus attractifs en Afrique. Le Maroc est 5e et nous, on est 7e. Nous espérons détrôner le Maroc dans les années qui viennent et nous croyons que nous allons arriver. Mais le problème, c'est que nous n'avons que le secteur minier qui nous permet de pouvoir être plus forts. Pas seulement le secteur minier, mais un peu les télécoms. Mais en fait, en présentant les 2 éléments, nous nous rendons compte que ce n'est pas des secteurs à forte valeur ajoutée. Les mines, les télécoms, ce qui fait que nous sommes en train véritablement d'avancer. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que nous sommes attractifs, ce qui n'existait pas il y a les 15 années, les 20 années qui viennent de passer. Et cette attractivité est un point d'honneur pour nous et qui montre combien le pays avance dans plusieurs bonnes directions. Pour l'accroissement des flux en RDC, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est favoriser le commerce extérieur intra-africain. Aujourd'hui, nous devons travailler entre pays africains et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de venir au Maroc. C'est très important. Je pense que les IDE ne sont pas simplement du fait qu'il s'agit en dehors de l'Afrique, mais les IDE, c'est des éléments qui existent entre l'Afrique et l'Afrique. Aujourd'hui, lorsque je regarde les flux d'investissement étrangers entre le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vous êtes vraiment en train de pousser. Et pourquoi pas la RDC? Je laisserai à Madame Baïndé tout à l'heure de présenter la balance commerciale bilatérale qui existe entre nous et notre pays. Quelles sont les actions? C'est les grandes commissions mixtes, c'est les rapports bilatéraux, c'est les traités bilatéraux, c'est les échanges et c'est surtout les accords qui sont en train de passer entre les agences gouvernementales avec les structures privées, notamment ASMEX. Demain, il va y avoir d'autres structures. Je vous annonce que nous avons aussi un accord avec CFC, donc Casablanca Finance City, avec lequel nous échangeons et nous partageons assez régulièrement. En chiffres, lorsque vous regardez la balance commerciale de manière générale, 0,9% concerne le point agricole et 99% ne concerne que les produits miniers et les produits hydrocarbures. Regardez le déséquilibre qui existe. Et pourtant, nous pouvons aller dans les autres aspects. Je parle du commerce, je parle de l'agriculture, je parle de tous les différents autres éléments. Et c'est pour ça que la vision, c'est de quitter l'économie rentière à une économie diversifiée qui est assise sur l'agriculture, pêche et élevage. Et nous voulons aller dans l'agro-industrie, énergie, tourisme et pourquoi pas santé et pourquoi pas aussi éducation. Ça, c'est un élément important. En termes de chiffres, cette balance commerciale, lorsque vous regardez les produits d'exportation, vous vous rendez compte que 2019, 2020, 2021, 2022, une évolution est naturelle avec le secteur privé, avec le secteur minier surtout plutôt. Et vous regardez que nous sommes en train d'évoluer sur les questions cuprifères, les questions aurifères, les questions du cobalt, les questions du pétrole. Mais sur les produits agricoles, nous avons quand même un petit désagrément parce que le café, le cacao, le caoutchouc ne sont véritablement pas exportés. Vous allez avoir une belle surprise avec Madame la directrice de cabinet adjoint ici sur ce qui existe entre la balance commerciale bilatérale par rapport à la balance commerciale générale. Donc, vous vous rendez compte qu'en 2022, 10 points, allez, en millions de tonnes, nous sommes à 10 297 tonnes simplement en termes de café et 267 759 tonnes en termes de bois. Et ça, c'est rien par rapport à ce que nous représentons comme opportunité. Et nous sommes en train de nous dire que la signature de l'accord bilatéral en matière de commerce entre notre 2 pays est la voie obligée. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ça relève de vous, en espérant que dans les jours à venir, le meilleur des cadres sera mis en place. Certainement que vous allez me prendre la parole tout à l'heure pour donner un mot là-dessus. Je sais qu'on est en train d'avancer positivement vers ça. Lorsque nous évoluons vers les exportations de la RDC par destination, le gros va en Chine. Monsieur le Président, vous êtes un doyen. Quand on évoque la Chine, vous savez de quoi on parle. L'Afrique du Sud, l'Union européenne, et les différents autres. Et dans les autres, vous allez rendre compte de ce que représente le Maroc.
Est-ce qu'on ne devrait pas changer de paradigme? Et là, la ZLECAf, comme vous l'avez évoqué, et les accords bilatéraux sont des axes importants de promotion d'investissement. La ZLECAf ne doit pas rester simplement un vœu ou un slogan ou simplement des éléments dans lesquels les pays se disent « nous entrons » pour ne pas être en arrière, mais nous devons avoir ces accords bilatéraux qui sont extrêmement importants pour nous. Alors, en termes de chiffres, lorsque vous regardez la balance commerciale en termes des biens qui sont importés, le gros, ce sont les biens de consommation et les matières premières et semi-produits et les biens d'équipement. On se pose la question de savoir, est-ce que nous ne devons pas changer ce tableau dans les années qui viennent, surtout avec le Maroc? En termes de chiffres, la corrélation qui existerait entre le commerce extérieur et les investissements, nous pensons que le commerce extérieur ouvre la voie à l'investissement à cause de la rentabilité future, mais aussi des risques liés à l'investissement. Lorsque nous regardons le commerce extérieur, premièrement, les entreprises se disent « est-ce que mon produit est accepté dans ce pays ?» Et ensuite, il va y avoir une décision d'investissement pour réduire ce qu'on appelle les coûts de transit, le coût de supply chain et finalement le coût de production qui vont diminuer. Il est plus facile d'installer son usine dans un pays pour pouvoir étendre son brand et tout dépend de la politique des pays. Et je pense que le commerce extérieur permet aussi aux États de pouvoir se mettre de plus en plus ensemble et de plus en plus se protéger. La prospérité du Maroc aujourd'hui pour nous est un atout important sur les transactions qui devraient être conclues entre la RDC au regard de la taille du marché. On a quand même 100 millions d'habitants, 250 millions de consommateurs avec les 9 pays limitrophes et ça c'est un élément important. Et vous, le Maroc, aujourd'hui, vous devenez de plus en plus un centre financier et nous pensons que cela devrait se mettre en place. La vision du gouvernement est la diversification de l'économie, la lutte contre l'extraversion et la promotion du partenariat gagnant-gagnant. Ça passe par quoi? La promotion de ce potentiel en ressources réelles. C'est ça la stratégie. Et ces transformations se passent par cet échange commercial, par ces différents partenariats entre entreprises marocaines et les entreprises congolaises. Tout dépend de la manière dont ça va se faire. Il peut y avoir un bureau de représentation pour vos produits et les entreprises commerciales ont aujourd'hui cette maturité de pouvoir accepter ça. Pourquoi le Maroc? Lorsque nous regardons ce qui motive le choix du Maroc, et ça, c'est des éléments que nous avons eu à COFAS, c'est à votre niveau. Votre croissance du PIB, on l'observe en 2019 jusqu'en 2022, il y a une évolution nette. Je ne vais pas regarder les chiffres de 2020 et 2021, mais fin 2022, vous terminez avec 3,5%. Et lorsque nous regardons aujourd'hui votre PIB par habitant, le PIB nominal, ça prouve qu'aujourd'hui, il peut y avoir ce qu'on appelle une sorte de corrélation. Et pour nous, en termes de promotion d'investissement, c'est un pays important, un pays extrêmement utile pour nous. Ça, c'est des éléments qui nous permettent d'avancer. Votre solde public du PIB, il est à 5,1, mais lorsque vous regardez votre dette publique par rapport au PIB, il est à 70,1%. Donc ça se comprend par rapport aux différentes relations que vous avez avec beaucoup de bailleurs. Alors, lorsque nous regardons aujourd'hui le déploiement qui est en train de se faire au niveau de la RDC, vous avez quand même Procan Equipment qui va bientôt arriver et je voudrais remercier le cabinet Alain Gauvin et Raji, avocats, qui ont permis d'accompagner en visite de prospection Procan Equipment. Et j'ai pu rencontrer le directeur général encore ici. Cette volonté est affichée. Donc, ça veut dire que en dehors de BOA, qui est BMCE, en dehors de Royal Air Maroc, en dehors de Managem, on va avoir Procan Equipment et probablement qu'il va y avoir une autre entreprise marocaine. Et on peut vous assurer une chose, c'est que son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, a marqué son accord pour les visas des opérateurs économiques. Ça ne pose aucun problème. Aussitôt que vous les posez, il sera diligent, certainement, pour ça. Il y a un partenariat qui va se mettre en place avec OCP et GCAMIL. Et la preuve a été avec l'équipe de Procan Equipment. Monsieur le Président, il y a un partenariat futur qui est en train de se dessiner entre OCP et la GCAMIL, qui est notre société d'État minière. Et derrière ça, il va y avoir une structure agricole derrière. Il va y avoir une province aussi du Congo central qui va bénéficier de ça. Et bientôt, il va probablement avoir une visite des officiels, soit de la RDC au Maroc, soit du Maroc en RDC. C'est des éléments qui seront communiqués par des canaux officiels. Ça, c'est un élément important. Et ça prouve que nous sommes en train d'avancer vers un engagement fort des partenariats gagnant-gagnant en Afrique. Les similitudes, c'est qu'au Maroc, l'agriculture est un point fort pour vous, l'agroalimentaire est un point fort pour vous, l'industrie, l'innovation est un point fort pour vous, les infrastructures, le tourisme et bien entendu l'éducation et la santé. Chez nous, avec le plan national sectoriel de développement, les secteurs prioritaires, infrastructure, énergie,
agro-industrie, agriculture et industrie d'hydrocarbures. Et bien entendu, nous avons la santé, nous avons le NTIC, l'éducation, les mines et le tourisme. Donc, nous avons cette similitude aujourd'hui en termes des deux pays. Il est important que nous puissions venir prendre cette expérience que vous avez déjà et que vous puissiez bénéficier du marché et probablement aussi de l'expérience que nous avons dans notre pays. Lorsque nous regardons l'économie marocaine, elle est quand même résiliente et la preuve, vous êtes sorti de la liste grise de Gafi. Aujourd'hui, ça fait en sorte que ça vous positionne en devenant un marché financier dans les jours à venir. Je ne serais pas étonné. Vous êtes sorti de la liste grise de Gafi. Ça, c'est un élément important. En termes d'opportunités, de potentialité, je ne m'arrête pas sur l'énergie. Nous avons 100 000 mégawatts. On peut produire de l'électricité dans l'Afrique. On peut donner des différents projets. 2500 mégawatts, soit 2,5% seulement qui sont exploités. Nous avons plusieurs sources d'énergie, éoliennes, minerais de charbon, bois, géothermie, solaire, gaz naturel. En termes d'industrie, madame va développer ça tout à l'heure. Les axes pour développer l'industrie chez nous, c'est 3 aspects. Nous avons premièrement, les parcs agro-industriels. Deuxièmement, nous avons les zones économiques spéciales. Et ensuite, nous avons les zones industrielles. Et c'est ça, les axes qui nous permettent de dire, nous développerons ce qu'on appelle le secteur de l'industrie dans notre pays. Et là, nous avons quand même certaines zones économiques spéciales qui sont déjà en train de s'ériger. Madame la directrice de cabinet va vous donner un exemple d'une zone de Manono et vous verrez combien on est en train d'avancer là-dessus. Et le budget sur le développement de l'industrie indicatif et estimatif est de 58 milliards 470 millions qui est sur les routes, sur les chemins de fer, sur les ports, sur les barrages hydroélectriques et sur les zones économiques spéciales. Ça, c'est des opportunités d'affaires autant pour les industriels, pour les commerçants, pour les cabinets, pour les équipes qui se disent qu'ils devraient développer un certain nombre d'affaires au niveau du pays. Et quand on parle de l'agriculture et des pêches, on a voulu mettre ces spéculations pour que vous ayez une idée où est-ce qu'on les trouve. Maïs, manioc et riz, vous le trouvez sur toute l'étendue du pays. Toute l'étendue. Et vous pouvez développer ça. C'est en culture vivrière. Et en culture maraîchère, les oignons, les tomates. Et en culture pérenne ou de rente, palmier à huile, café, cacao et le thé. Nous devenons un pays intermédiaire grâce à l'agriculture à l'horizon 2030 et grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie en 2050. Donc, c'est un objectif que le président de la République a placé et pour lequel il a placé des secteurs et des domaines dans lesquels il veut faire en sorte que le pays puisse se développer. Et ça, c'est la vision du chef traduit au niveau du plan national stratégie de développement. La santé, je voudrais vous montrer ces chiffres au regard de la démographie. Simplement, à Kinshasa, on a 762 centres de santé, mais nous avons près de 12 millions, de 14 millions d'habitants. Imaginez, on est simplement 762 centres de santé. On ne peut pas avoir 762 centres de santé. Et ça, c'est une niche. Ça veut dire qu'on peut développer davantage. Les opportunités existent en termes de construction, de réhabilitation, mais aussi d'apport en termes d'équipements médicaux. Et ça, c'est un élément important et on peut l'avoir avec ASMEX, on peut l'avoir avec les autres adhérents d'ASMEX. Et tout ça, ça vous montre. En termes d'hôpitaux généraux de référence, nous n'en avons que 474. En termes de centres de santé, nous en avons simplement 60% dans la ville de Kinshasa. Et en termes de construction d'équipements et hôpitaux généraux de référence, c'est ça qui présente l'opportunité et ça qui présente les niches dans lesquelles on aimerait se présenter. Le plateau technique du Maroc aujourd'hui n'est plus à démontrer. La plupart des pays viennent au Maroc pour se faire soigner. Si ce n'est pas le Maroc, c'est la Tunisie. Mais en fait, le Maroc passe en pole position à cause de 2 éléments. La technicité, mais aussi la langue. Les gens se comprennent mieux. Les médecins sont de assez bonne facture et de très haute facture quand même. Aujourd'hui, c'est plus facile de venir au Maroc que d'aller à l'étranger pour avoir les différents soins de santé qu'il faut. Aujourd'hui, l'offre de santé est extrêmement importante. En termes d'école, parce qu'en fait, on ne sait pas développer si l'homme n'est pas formé. Nous n'en avons que 41 739 avec 100 millions d'habitants. École. Or, on peut avoir des centres d'excellence. Jumelage entre provinces, jumelage entre universités. On peut avoir des centres des écoles techniques. On peut avoir des centres de formation, renforcer les prestations. Et ça, c'est des niches d'opportunités. Université, école de commerce et école professionnelle dans notre pays. En termes de mines, aujourd'hui, tous les téléphones que vous avez ici ont une part de la RDC avec eux. Tous les téléphones, même vos téléphones président.
Donc, parce que nous avons la matière qu'il faut en fait en RDC. On peut tout dire, mais chacun des habitants de ce monde doit et peut avoir une nationalité congolaise. Pourquoi? On a aujourd'hui, en termes de réserve de coltan, de cobalt, d'à peu près au-delà de 60%. Mondial. Les batteries électriques, l'avenir des batteries électriques, c'est en RDC. L'avenir des véhicules électriques, c'est en RDC. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas parler de développement du monde sans qu'on ne puisse parler de la RDC. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, nous devons, nous, en tant qu'Africains, tirer avantage de cela. Et lorsque vous regardez les mines, tout ce que vous pouvez imaginer, je respecte les doyens qu'il y a dans cette salle et qui sont en train de nous suivre d'ailleurs, toutes les mines ou tous les minerais que vous êtes en train de rechercher et que vous avez étudiés, si vous ne les connaissez pas, vous les retrouvez en RDC. Vous n'avez aucune idée de ce que nous pouvons avoir là-dessus. En termes d'infrastructure, nous avons quand même aujourd'hui une opportunité sur les questions routières, les questions ferrées, les voies ferrées, les questions maritimes et fluviales, aéroportuaires. Nous n'avons pas aujourd'hui beaucoup d'aéroports internationaux. Il y a Njili, il y a Lubumbashi, il y a Kisangani, bientôt Kolwezi, Goma, si on peut considérer ça ainsi. Mais pour un pays qui a aujourd'hui 26 provinces, 100 millions d'habitants et probablement 120 millions, 130 millions dans les 15 ans qui viennent, c'est quand même difficile. Et ça, c'est des opportunités d'affaires qui existent là-dessus. On ne sait pas parler d'opportunités d'affaires s'il n'y a pas un cadre légal d'investissement. Et donc, le code des investissements, la loi agricole, la loi sur l'électricité vous donne des avantages en termes d'exonération pour inciter les opérateurs économiques à se mettre en place en se disant, vous avez l'accompagnement de l'État. Et ça, c'est un élément important. Les investissements directs étrangers, comme les investissements locaux, ont l'accompagnement de l'État en termes d'exonération. Les accompagnements, c'est exonération en termes de droits de douane, impôts, des équipements, des intrants, selon que vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre loi, et même l'électricité qui est aujourd'hui libéralisée. On a une loi sur le partenariat public-privé qui permet à ce que les opérateurs qui s'y retrouvent, et ça, c'est une réponse à une question de l'octroi, de la garantie souveraine que l'État pourrait donner. Cette loi du partenariat public-privé précise que lorsque vous êtes sous cette loi, pendant tout le temps que vous avez votre projet, vous gardez les avantages même s'il y a un changement au niveau de l'État et un changement au niveau de la loi. Ça veut dire que vous pérennisez vos différents droits et il n'y a donc pas de changement qui se ferait. Climat des affaires, c'est un élément important. Le président de la République le précise avec son discours d'entrée en 2019. Il insiste sur le fait du développement du secteur privé. Il veut que nous puissions avoir un climat des affaires qui est attractif, compétitif, en ayant une fiscalité qui est aménagée en faveur du développement. C'est ainsi qu'il le dit et il est en train de le suivre de plus en plus. On a aujourd'hui une loi sur les zones économiques spéciales, on a une loi sur l'entrepreneuriat et le start-up, on a une loi sur le numérique, nous avons aujourd'hui un nouveau code minier, nous avons aujourd'hui un projet de développement du code des investissements, et on a quand même un code des investissements qui est favorable, libéralisation du secteur des assurances, libéralisation du secteur de l'électricité, des hydrocarbures, l'ouverture est faite. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a aucun domaine qui soit fermé uniquement pour les nationaux ou ailleurs. Les étrangers peuvent entrer dans n'importe quel domaine à condition d'être compétitifs. Et nous voulons accroître notre compétitivité d'entreprise et diversifier ainsi les activités pour rendre notre économie résiliente. En termes de climat des affaires, il y a des protections qui existent sur les investissements qui existent, mécanismes externes, mécanismes internes. Je vais aller beaucoup plus sur les mécanismes externes, CIDI, MIGA, la Convention de New York, c'est important de savoir que nous avons accédé à ça. Au cas où nous avons certains conflits qui existeraient là-dessus, en interne, nous avons les lois qui vous protègent aussi. Vous pouvez créer votre entreprise au guichet unique et nous recommandons aux entreprises marocaines d'avoir des bureaux de représentation. Ça, c'est un élément important qui peut se mettre en partenariat avec les opérateurs économiques. Allez sur notre site, le parcours de l'investisseur. Vous l'avez ici. On va peut-être demander à la technique de pouvoir l'envoyer pour les internautes qui sont en train de nous suivre. Ça nous permettrait d'avancer. Travailler avec l'ANAPI, qui est l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement. La mission que nous avons, c'est d'accompagner les opérateurs économiques avant, pendant et même après. Et nous sommes là pour vous accompagner. Aujourd'hui, le Code des investissements prouve à suffisance que différents secteurs peuvent vous donner certains avantages. Voici ici un graphique qui vous montre le nombre de projets de 2019 à 2022, les différents emplois qui sont créés. Et les expériences réussies, vous les avez ici.
Vous avez par exemple Glencore, vous avez BOA, qui est une entreprise marocaine, vous avez Managem, vous avez bientôt, on l'espère, Procan Equipment, bientôt, pourquoi pas, une entreprise d'Asmex qui peut arriver. Et nous avons Visa, nous avons un certain nombre d'entreprises qui sont là. Alors, moi, je demande au président de l'Asmex une prochaine visite de prospection en RDC. Et nous serions prêts à vous accueillir et à organiser tout cela. J'ai été assez long, mais il fallait que je puisse être le dire. Et donc, j'ai donc fini. Merci, bravo. Et qui est le directeur généralement, mais vous étiez aussi pertinent. D'ailleurs, on a gardé un bon souvenir de votre passage ici à l'Asmex. Vous avez bien valorisé les secteurs de votre pays. Vous avez parlé d'un panorama et des perspectives de marge de manœuvre qui restent épaisses, des secteurs porteurs, une complémentarité entre les deux pays, un climat d'affaires, parce que sans climat d'affaires, on ne peut pas actionner l'acte d'investissement, que ce soit ici au Maroc ou dans votre pays ami. Sans trop tarder, je vais vous inviter, Madame, à prendre la parole, parce que je laisserai Madame la vice-présidente clôturer ce webinaire. Par la suite, il y aura un débat-échange avec la salle. Et la parole est à Madame le professeur Yoyo Bainde, directeur de cabinet adjoint ministère du Commerce et de l'Extérieur. Soyez le bienvenu avec nous, Madame, et vous la parole. Merci beaucoup pour la parole. Excellence vice-ambassadeur, Monsieur le Président de la Directeur général, chers participants, merci. C'est vraiment un privilège pour moi de prendre la parole à cette occasion. Et donc, je ne sais pas si ma présentation est prête. On a des micros très sensibles, donc allez-y. On peut mettre sa présentation. Voilà, parfait. Je suis donc du commerce extérieur, directeur des cabinets du ministre du Commerce. Et on sait bien qu'il n'y a pas de commerce sans investissement, sans production. Okay. Et donc, le ministre lui-même, il prend souvent son bâton de pèlerin pour aller parler, présenter les opportunités, parce que le potentiel du commerce en RDC est énorme, mais n'est pas totalement exploité. Et donc, ici, je vais vous présenter les différentes options qui sont les nôtres dans le cadre de la promotion des relations entre nous et le Maroc. J'ai 2 points que je vais présenter assez rapidement. D'abord, les chiffres clés des échanges entre le Maroc et la RDC et ensuite les opportunités d'affaires. Vous allez voir que ma présentation sera véritablement complémentaire à celle du directeur général parce que justement, comme je l'ai dit, pas des commerces sans investissement. Alors, quelques chiffres clés. Voilà la situation de la balance bilatérale. Le directeur général a présenté la balance commerciale générale, mais ça, c'est la balance bilatérale. Et on peut voir combien elle est faible et surtout combien la RDC dégage des déficits commerciaux par rapport au Royaume du Maroc. Et vous voyez très bien que la moyenne est faible, autour de 3 millions. En 2022, les échanges ont tourné autour de 20 millions, disons 21 millions. Si j'additionne la situation entre les 2 pays, ça dégage une balance excédentaire pour le Maroc et déficitaire pour le Congo. 20 millions pour 2 pays avec des potentiels aussi immenses, c'est vraiment rien, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction. Voilà, ça c'est le constat qu'on peut dégager lorsqu'on regarde la balance bilatérale RDC-Maroc. Et aussi, à part cela, je peux indiquer le fait que les relations commerciales entre la RDC et le Maroc tournent autour de quelques produits seulement. On a plusieurs autres produits dont les valeurs sont vraiment insignifiantes. C'est comme ça que je me suis arrêtée juste à 4 produits qui représentent quand même quelque chose. Alors, quelles sont les opportunités d'affaires entre la RDC et le Maroc? D'abord, la RDC dispose de documents stratégiques. Ces documents stratégiques présentent différents projets que le gouvernement de la République a dû adopter. Et je vais aller rapidement les citer, les présenter les uns après les autres. Premièrement, en ce qui concerne les opportunités, il est important que vous puissiez savoir qu'il y a la présence des capitaux et entreprises étrangères en RDC. Il y a la question de la taille du marché, il y a les avantages offerts par les codes des investissements, je ne vais pas y revenir. Il y a la disponibilité des intrants et d'une main-d'œuvre abondante et bon marché. Et surtout, pour nous rapprocher du Maroc, il y a cette liaison aérienne, comme on sait en matière de commerce et d'échanges internationaux. La proximité est un avantage.
Et donc, 6 heures après, un investisseur peut quitter la RDC et arriver au Maroc. Et ça peut lui permettre effectivement de circuler plus facilement. Et en ce qui concerne les IDE, comme on a dit, la RDC attire les capitaux étrangers. Je vais juste ici vous montrer la tendance. Vous voyez bien que la tendance est à la hausse. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pays qui amènent leurs capitaux en RDC. Malheureusement, je n'ai pas vraiment noté la présence du Maroc dans cette évolution très positive des investissements directs étrangers. Et donc, en tout cas, le ministre m'a demandé de transmettre un message, c'est que les IDE pourraient demain ou dans les jours à venir être effectivement un vecteur de rapport entre la RDC et le Maroc. Nous avons environ 15 nationalités, car en ce qui concerne les IDE, et nous invitons aussi le Maroc à faire de la RDC une destination. Deuxièmement, c'est la taille du marché. Comme on l'a dit, le directeur général l'a dit, plus de 100 millions de consommateurs domestiques, mais à cause de la position géostratégique de la RDC, nous pouvons atteindre jusqu'à 450 millions de consommateurs. Cette taille de marché est véritablement, identifiée par l'existence d'une demande intérieure solvable. Parce qu'il y a une différence entre la taille de marché potentielle et la demande solvable. Comment on le voit? On le voit par le fait que lorsqu'on considère, lorsqu'on analyse la facture des importations de la RDC, on peut se rendre compte qu'en plus de la production nationale, chaque année, en moyenne, la RDC dépense en achat de produits pharmaceutiques environ 451 millions de dollars. Ces chiffres viennent du Centre du commerce international, donc ce sont des chiffres certifiés corrects. En termes de produits alimentaires, en plus donc, de ce que nous dépensons en achetant la production intérieure, la RDC dépense environ 528 millions de dollars pour acheter des produits alimentaires à l'extérieur, des produits animaux, des produits pétroliers, ainsi de suite. Dans le secteur de l'eau, simplement, c'est vrai que nous sommes un pays de cours d'eau, mais nous achetons à l'étranger nous dépensons pour acheter de l'eau à l'étranger pour plus de 57 millions de dollars. Ce qui est paradoxal, c'est que la majorité de ces produits peuvent être fabriqués sur place parce qu'il y a l'existence des intrants et de produits comme des intrants pour les fabriquer sur place. Secteur alimentaire, lorsque je fais une petite ventilation, je peux me rendre compte que, par exemple, au point 2, pour les poissons transformés, nous dépensons chaque année plus de 28 millions de dollars, pour ne parler que des poissons transformés. Alors, lorsque je regarde tous ces chiffres, je peux bien démontrer qu'un investisseur qui vient sur place en RDC peut s'assurer de son retour en investissement, peut s'assurer d'avoir un marché pour écouler sa production. Un autre élément important qui me permet de vous inviter en RDC, c'est exactement l'existence des zones économiques spéciales. Mais ici, je vais essayer de le présenter par province et par type de produit que vous pouvez, par type d'investissement que vous pouvez réaliser dans chaque zone économique spéciale. Alors, nous avons 6 zones économiques spéciales. Okay, il y a la zone ouest où on peut investir dans le domaine de l'énergie et des transports, dans les domaines agro-pastoral et chimiques, dans l'électronique et la mécanique. Nous avons la zone du sud où vous pouvez effectivement réaliser des investissements dans l'énergie et les transports, dans les mines, les pétrochimies, ainsi de suite. Vous allez voir que dans la colonne numéro 3, on démontre déjà des entreprises qui existent dans ces zones économiques spéciales. Ainsi de suite, la zone économique du centre, ainsi de suite. Nous avons tout un document sur la répartition des activités économiques dans les zones économiques spéciales pour gagner du temps. Donc, je vais passer, c'est juste ici pour dire que ces zones économiques, ce n'est pas juste de l'arbitraire, mais effectivement, les études ont été faites pour essayer d'identifier les types d'activités qui peuvent être réalisées dans ces zones économiques spéciales. Alors, en ce qui concerne les potentiels d'exportation et opportunités d'affaires, c'est que la RDC dispose aujourd'hui d'une stratégie d'exportation. Les données qui ont permis de réaliser ce document ou cette stratégie proviennent encore une fois des analyses internationales. Et là-dedans, je peux vous présenter quelques chiffres. C'est que ces études réalisées par les experts du Centre du commerce international, qui sont même venus à Kinshasa lors de la présentation de ce document, ont prouvé que lorsqu'on tient compte du panier des exportations de la RDC sur 5 ans, lorsqu'on tient compte de son potentiel, lorsqu'on tient également compte
de panier de pays qui ont les mêmes fondamentaux que la RDC, on peut cibler jusqu'à 10 secteurs porteurs d'exportation, 85 filières, et ça peut rapporter jusqu'à 1148 milliards de dollars. Et la stratégie de la RDC est de cibler 1% du marché mondial, parce que le pays est encore loin de son potentiel, mais ne cibler qu'un seul %, et 10% pour les produits miniers. Et 21 mesures incitatives ont été élaborées, ce qui peut permettre de réaliser jusqu'à un supplément d'exportation, de gain d'exportation d'environ 60,1 milliards de dollars. Donc ça, c'est basé sur le chiffre qui nous ont été fournis par les centres de commerce international. Je peux présenter ce potentiel secteur par secteur. Je vais aller très vite. On a parlé de plus de 1100 minéraux et métaux précieux, mais si la RDC, puisque la RDC est en train de viser 10% au regard de son énorme potentiel, cela peut représenter jusqu'à 51,6 milliards de dollars, parce que ces études ont démontré que le potentiel de la RDC, correctement valorisé, peut produire jusqu'à 516 milliards de dollars sur le marché international. Lorsqu'on calcule le potentiel du marché, je crois que nous connaissons un peu la méthodologie du centre de commerce international. Donc, avec ces chiffres, la RDC s'est dit, ben voilà, il y a moyen de viser 10% du marché mondial. Et donc, si je prends une sélection de produits miniers, voici les éléments tels que ventilés au tableau. Juste pour le cuivre, il y a possibilité d'atteindre aujourd'hui jusqu'à 13 milliards de dollars, pour les diamants or jusqu'à 37 milliards de dollars, et ainsi de suite. Alors, quels sont les besoins pour atteindre ces niveaux si élevés, non seulement dans la prospection, non seulement dans les études, mais surtout dans la transformation. On nous a reproché d'exporter des produits non transformés, et puis dans l'installation des raffineries. Toujours en ce qui concerne le secteur minier, le directeur général tout à l'heure a parlé de ces minéraux que nous avons en RDC sur le lithium, le cobalt dans l'industrie de batteries et de voitures électriques. Alors, il y a toute une zone économique spéciale qui est dédiée à ça. Donc, dans une zone économique spéciale, il y a tous les avantages qui sont avantages fiscaux, toutes sortes d'avantages administratifs, ainsi de suite. Et donc, la RDC a pensé dédier toute une zone économique spéciale pour la production des batteries. Et déjà, la Zambie est en partenariat avec nous. Et plusieurs autres pays déjà nous approchent de la RDC pour pouvoir profiter de cet avantage, étant donné l'avenir de ces secteurs dans les jours qui viennent. Alors, il y a une étude intéressante de Bloomberg qui a démontré que le coût de production des précurseurs de batteries sont vraiment faibles en RDC. Cette étude a démontré que en RDC, c'est juste le coût de production tourne autour de 39 millions de dollars, 3 fois inférieur par rapport à ce que ça coûte aux États-Unis, 117 millions de dollars, la Chine, 112 millions de dollars et la Pologne, 65 millions de dollars. Donc, un avantage compétitif évident lorsque, effectivement, vous installez notamment dans la zone des Manono, la matière première est là, et voici donc le coût de production qui sont très intéressants. Président, c'est plus facile de s'installer en RDC. J'ai vu. C'est ça. Alors, en ce qui concerne le potentiel des exportations dans le secteur agricole, là également, nous avons plusieurs produits. J'ai juste pris une sélection de produits pour lesquels la RDC a un avantage vraiment compétitif et comparatif. Les cacaos de la RDC est certifié biologique. Il y a le café, il y a les différents produits, il y a le soja, qui a un potentiel de marché de plus de 98 milliards de dollars. Et voilà, ces différents produits que j'ai sélectionnés pour dire que lorsque, effectivement, vous acceptez, comme on a vu tout à l'heure, que la RDC, un pays avec un grand potentiel agricole, mais les exportations, plus de 90% ne concernent que le secteur minier. Donc, aujourd'hui, avec les plans national agricole qui a été adopté au niveau du gouvernement, il y a plusieurs avantages fiscaux qui sont accordés à tout opérateur économique, quelle que soit sa nationalité, qui décide aujourd'hui de se lancer dans la promotion des activités agricoles. Alors, ces opportunités inexploitées, comme je l'ai dit, ou sous-exploitées, peuvent intéresser le Maroc. Pourquoi? Parce que
J'ai essayé de regarder les importations du Maroc. Je me suis rendu compte que si les chiffres qui proviennent du Centre du commerce international sont ceux qui sont présentés là. Donc, il y a l'huile de soja, par exemple, pour 799 millions de dollars, thé vert, café, huile de palme, poudre de cacao, une sélection de produits que j'ai vus sur le Centre du commerce international en ce qui concerne les importations du Maroc. Et ici, je voudrais vous dire qu'il y a moyen donc de rationaliser ces dépenses lorsque vous décidez de vous implanter en RDC, que vous avez ce produit. Comme je l'ai dit, nous avons un réel potentiel pour ces différents produits qui vous coûtent si cher. Donc, il y a moyen aussi de réduire ces dépenses en produisant, par exemple, en RDC et pourquoi pas réexporter ensuite vers le Maroc. Ça coûtera beaucoup moins cher. Alors, par rapport au secteur forestier, là également, nous sommes non seulement un poumon, la RDC constitue un poumon mondial, mais également, nous avons des possibilités des opportunités d'affaires dans ces secteurs. Ça, c'est le potentiel du marché et la RDC essaie de cibler juste 1% pour porter ses exportations du bois jusqu'à atteindre environ 1 milliard de dollars dans le respect, bien sûr, des exigences environnementales. Mais les exportations entre la RDC et le Maroc ne valent qu'environ 50 000 dollars, ce qui est vraiment insignifiant. Et je sais que ce pays a besoin du bois. La RDC peut être véritablement une source d'approvisionnement pour le Maroc. Et nous avons toutes sortes d'essences, toutes sortes d'espèces. Cela est documenté et ça peut vous permettre de vous situer sur toute la chaîne de production, sur toute la chaîne des productions. Et le potentiel est véritablement sous-exploité et sous-utilisé. Secteur de la pêche également, nous avons de lacs, un potentiel également très, très, très immense. Je vous épargne les chiffres, mais ce secteur a également besoin véritablement des investisseurs pour le valoriser dans une perspective gagnant-gagnant. Parce que nous sommes grands consommateurs, je sais que le Maroc est aussi grand consommateur, mais ce qui est intéressant ici, c'est que, voilà, une fois la production est réalisée, elle peut servir à la production, donc à la consommation intérieure, mais elle peut aussi servir à l'exportation, aux exportations. Pour terminer, comment est-ce que nous pouvons davantage valoriser les échanges ou les relations commerciales entre la RDC et le Maroc? Pourquoi est-ce que nous avons choisi le Maroc pour leur demander, ben voilà, venez chez nous. Il y a tout ce potentiel que je viens de présenter et je pense qu'il y a une nécessité de poursuivre l'élaboration d'un partenariat stratégique, comme vous l'avez si bien dit, pour intensifier ces échanges commerciaux et favoriser les investissements. Nous pouvons aussi accélérer le développement de la coopération commerciale et économique dans ces différents domaines porteurs, comme je viens de le présenter. Donc, la RDC est là, ça c'est les mots du ministre qui m'a demandé de vous transmettre. La RDC est là, la RDC s'ouvre au Maroc, la RDC a ouvert son espace aérien au Maroc. Il y a la présence de capitaux de plusieurs autres pays et la RDC du Japon. Merci beaucoup. Merci Madame le professeur. Vous avez bien mis en exergue le potentiel énorme d'ailleurs, ce qui conforte les propos de vos prédécesseurs. Et malheureusement, il y a cette limitation sur 4 ou 5 produits, en fait, dont les échanges bilatéraux. Et vous avez aussi parlé des IDE qui sont en progression, mais qui ne voient pas du tout une présence très forte du Maroc. Vous avez parlé de la taille du marché qui est basée sur ce qu'on appelle une vraie dynamique, une vraie demande qui se bat. Vous avez parlé de ce potentiel donc à développer avec les indicateurs et les chiffres et surtout dans une logique de gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, je voudrais donner la parole à Madame Salwa Farkri, vice-présidente de la SMEX, présidente de la Commission Afrique de la SMEX. Madame, désolé du retard, parce qu'on vous a fait patienter depuis pas mal de temps. Vous avez écouté l'ensemble des intervenants, chacun avec sa sensibilité, sa perception d'économie et surtout ce constat global que les échanges ne sont pas à la hauteur des aspirations des acteurs économiques du dehors. À vous la parole et merci Madame la vice-présidente. Merci beaucoup Simonir. D'abord, je voudrais m'excuser de ne pas avoir pu être présente physiquement parmi vous, mais ce n'est qu'une partie remise, puisque, Inch'Allah, vous allez signer tout à l'heure un protocole de partenariat, donc ce qui m'obligera à me mettre à la rentrée au travail tout de suite avec vos équipes, Monsieur l'ambassadeur, pour organiser une visite, Inch'Allah, sur place, avec les opérateurs qui seraient intéressés. En tout cas, je voudrais rejoindre notre président Sissi
pour remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, lui souhaiter la bienvenue, ainsi que l'ensemble de la délégation qui l'accompagne. Et je voudrais aussi remercier les 70 participants marocains qui sont parmi nous à ce webinaire, je dirais malgré le début de la période estivale. Et je voudrais rappeler que ce webinaire rentre dans le cadre d'un ensemble d'actions menées par la Commission Afrique que j'ai l'honneur de présider depuis maintenant 2 ans. Mais c'est quand même rare les fois où nous sommes honorés par la présence de l'excellent monsieur l'ambassadeur pour présenter justement les opportunités. Je voudrais remercier énormément monsieur Anthony Nzinko ainsi que madame la professeure Younou Bainde pour leur excellente présentation. Je regrette pas du tout d'avoir patienté, pas du tout, parce que ça m'a. Je voulais connaître ce pays, comme les 70 participants qui sont en ligne, son potentiel, ce pays de 100 millions, d'une population de 100 millions et qui est surtout le centre et le hub pour tous les autres pays d'Afrique centrale. Et j'avoue que nous avons appris beaucoup de choses et je suis sûre quand même qu'il y aura des questions des participants. Avant de leur donner la parole, je voudrais revenir peut-être sur 3 points, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur, madame la directrice, peut-être sur lequel sur lequel on travaille. L'ASMEX travaille en ce moment en étroite collaboration avec le gouvernement marocain pour améliorer justement la logistique du Maroc vers tous les pays ayant ratifié l'accord de la ZLECAf, y compris bien sûr la RDC. Vous avez tout à l'heure parlé de la logistique, donc c'est un point qui est important. Et en améliorant la logistique et en diminuant le prix de la logistique dans un sens ou dans un autre, dans les 2 sens d'ailleurs, ça va être profitable bien sûr pour l'ensemble des opérateurs. Peut-être un point également sur le digital, vu que vous êtes un pays justement où il y a une jeunesse qui est brillante, qui est branchée sur les technologies de l'information. Je pense que dans le cadre de Smart Africa, qui est mené justement dans le cadre de l'Union africaine, on peut vraiment faire des choses ensemble avec justement l'émergence des startups dans les différents pays. On peut beaucoup travailler également sur ce volet-là pour faire profiter nos pays de toute innovation, qu'elle soit portée par une start-up marocaine ou une start-up RDC, faire profiter donc les 2 pays de ces innovations. Et peut-être le 3e point, en tant que femme entrepreneur également, c'est peut-être sur l'entrepreneuriat féminin, où c'est vrai que le taux de scolarité des filles est encore assez faible, mais c'est en amélioration chez vous, d'après ce que j'ai regardé. Mais il faut quand même qu'on travaille beaucoup plus sur l'inclusion économique des femmes, qui constitue un levier de développement important. Et là, sur ça, je suis donc moi-même fondatrice de l'Association des femmes entrepreneurs du Maroc et nous menons beaucoup d'actions dans ce sens-là et je pense qu'on peut travailler avec votre pays, monsieur l'ambassadeur, sur ce volet-là. Voilà, je voulais juste citer ces 3 points et comme j'ai dit à l'introduction, donc on fera tout Inch'Allah, pour organiser le plus tôt possible une visite avec des opérateurs marocains pour se rendre compte de vive voix et rencontrer donc les différents opérateurs chez vous au niveau de la RDC. Et encore désolé de ne pas avoir pu être avec vous. Et encore une fois, bienvenue, monsieur l'ambassadeur, ainsi que toute la délégation. Je pense que la parole sera certainement donnée aux différents participants pour poser leurs questions. Merci. Exactement. Vous m'avez facilité la tâche, Madame la Présidente. Je voudrais juste rappeler les 3 éléments que vous avez évoqués qui vont être complémentaires par rapport aux échanges, la logistique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, parce que c'est vrai que nos 2 populations sont jeunes et forcément, ils ont des aspirations qui sont aussi technologiques et l'entrepreneuriat au féminin. Je pense qu'on a des interventions ici au niveau de la salle. Avant d'ouvrir aussi le débat avec les entreprises, je pense qu'on a une centaine qui nous suit encore. Et la parole donc à la salle. Je ne sais pas qui voudrait réagir au fond de la parole ou poser une question. Monsieur le Président, vous désignez qui? Moi, je désigne personne. Choisissez. Alors, allez, à vous la parole, monsieur Biscuit. C'est un homme de droit. L'ambassadeur, monsieur le président de la délégation, très heureux de prendre la parole.
je vais la prendre sur deux aspects. Premier, en tant qu'expert commerce international, ancien, très ancien exportateur, et je voudrais signaler à ce sujet-là que l'ambassadeur, vous êtes ici à la SMEX, dans le cœur même de la plateforme privée du Maroc. Nous essayons avec les autres partenaires marocains de faire de sorte à ce que toute cette nouvelle configuration qui se fait de l'économie internationale et toute cette concurrence qui s'exerce se passe avec la participation du privé. Donc, alors, à ce titre-là, en tant qu'expert d'économie, d'export, de commerce extérieur, je voudrais nuancer un peu. Je voudrais donner quelques précisions à nos amis concernant la lecture des chiffres, notamment des chiffres marocains. Vous savez, nous avons toujours eu un décalage par rapport à la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc., sur la manière dont le classement économique, macroéconomique est fait. Pourquoi? Parce qu'on prend un PIB et on le divise par la population et on sort un chiffre qui ne veut strictement rien dire. Et nous avons, bien beaucoup de temps maintenant, à l'initiative de Sa Majesté le Roi, demandé qu'il y ait une évaluation de ce qu'on appelle le PIB non monétaire. On ne peut pas, vous circulez au Maroc, vous voyez ce qui se passe au Maroc, vous voyez la qualité des infrastructures, vous voyez la qualité même de la vie, et tout ceci, on ne le retrouve pas quand on prend le PIB du Maroc et on le divise par le nombre d'habitants. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Deuxièmement, puisque nous sommes le secteur privé, vous avez aujourd'hui dans l'économie du Maroc, le secteur privé est constitué essentiellement 90% par des petites et moyennes entreprises. Elles sont plus petites que moyennes, hein, mais et là aussi c'est le même problème. Ces petites et moyennes entreprises font 70% de leur production. Donc, elles sont obligées d'être normalisées par rapport aux standards qualitatifs du monde. Et pour être reconnues sur le plan de la normalisation, ils sont obligés, elles sont toutes petites, mais elles sont toutes ISO quelque chose. Donc, ils ont ce qu'on appelle le know-how, le savoir-faire. Et ce savoir-faire, permettez-moi de vous dire, et moi je travaille avec beaucoup de multinationales, vous parlerez un peu de ce que je fais par ailleurs. Quand vous allez voir une multinationale, vous vous dire bonjour, vous devez déposer un million d'euros. Rien que pour accéder à la communication, etc. Et je vous assure que durant les 40 années maintenant, 45, 50 ans, où ce secteur, c'est depuis la marocanisation, le président, il y a un know-how, il y a un savoir-faire, et ce savoir-faire peut être très attractif pour vous, parce que je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt, en fait, tout le monde sait, on le sait, hein, ce grand pays est un grand minerai, mais malheureusement, tout le monde est centré sur l'exploitation de ces minerais, et vous avez des prétentions maintenant, et je vous félicite de vouloir faire de la transformation chez nous et de vouloir faire une différence entre la tonne exportée et la tonne importée. C'est un indicateur qui est très important. Bien, pour cela, puisque vous voulez vous diversifier, je peux vous dire que l'accès à cette technologie qui a été acquise par les petites et moyennes entreprises au Maroc peut être un élément vraiment très important pour faire des joint ventures, des partenariats, mais des partenariats de taille humaine. Ce sont celles-là qui créent les emplois. Hein? J'ai vu qu'il y a la joint venture avec OCP, bien sûr. Moi-même, je suis dans le secteur des engrais. Moi, je vends des impeccables, c'est-à-dire l'azote, phosphate, potasse.
Les projets sont énormes de ce secteur, mais essayez de mettre dans votre équation, en montant ce partenariat entre le Maroc et l'EPC, tout ce capital non monétaire que nous pourrons mettre à votre disposition. Quand il y aura des accords de transfert de technologie, personne ne vous demandera de mettre $1 million pour commencer à discuter. Hein? Les gens feront les choses de manière tout à fait, je pense, pour paraphraser Mme Ségolène Royal, oui, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça, c'est sur le plan déjà. Maintenant, une ou deux idées, si on doit monter, mais avec la brillante, ça doit après, toutes ces choses-là sont actuellement en montage chez nous. Il faut que les gens s'habituent à se rencontrer. Et nous pensons à la mise en place d'une plateforme de stockage. Déjà au départ, en amont de la plateforme de stockage, nous pensons à la mise en place d'un showroom parce que vous avez une grande diversité de produits marocains qui peuvent aujourd'hui servir, disons, de base à la mise en place de cette coopération. Deuxièmement, vous savez, aujourd'hui, moi, quand je vends chez nous, je vends par billet de trader européen. Et pourquoi je ne vends pas le billet de trader européen? Parce qu'il y a un problème financier, il y a un problème de risque financier. Nous sommes en train de réfléchir à la SMEX, aujourd'hui, sérieusement, avec le gouvernement, à la mise en place, à la rénovation de l'assurance agricole, de manière à pouvoir cofasser nous-mêmes. Mais cofasser de manière sud-sud. Hein, parce que vous connaissez bien la cofassion des cofaciens, la coface de l'air, et tout ça, ce sont tous membres de la SMEC. Mais nous essayons aujourd'hui de mettre en place avec le gouvernement une assurance qui couvrirait le risque politique et tous ces risques qui sont liés à la finalisation d'une opération financière. Si nous arrivons à mettre en place déjà quelques systèmes, il y en aura d'autres certainement, je pense qu'il y a absolument tout. Nous avons, en vous écoutant, vous pouvez être un grand fournisseur des inputs à transformer en se partageant la valeur ajoutée. Et donc, c'est très attrayant. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Je vous rappelle président fondateur aussi de cette structure. C'est Adil Zeibi, mais sincèrement, si vous avez une intervention, ne prenez pas autant de temps. Il y a plus de temps, c'est l'histoire du privé, etc. J'ai des autres qui aussi leur question, donc allez-y, s'il vous plaît, la pertinence dans les propos et l'exactitude dans les questions. Merci. Très rapidement, mais ça va être difficile parce que, vu ce que j'ai entendu, ça donne beaucoup, mais je vais essayer d'être rapide. Bref, en tout cas, moi, je vous remercie. Je vous remercie pour les exposés, pour la présentation. Je vous remercie aussi parce que on sent que vous avez envie, on le perçoit. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous venez, vous êtes en train de vendre votre pays et vous avez envie de faire quelque chose et c'est quelque chose de très important. Moi, je vais aller très vite. Vous avez parlé de beaucoup d'ambition. Et vous avez parlé de marché, d'atout comparatif, de main-d'œuvre, mais aussi aller très rapidement. C'est vrai que vous avez un marché 100 millions, 250 millions de la sous-région. Maintenant, le pouvoir d'achat semble être faible et c'est donc tout l'objet de votre ambition. Vous avez un PIB par habitant de l'ordre de $700. En PPA, je ne sais pas combien c'est, et qu'effectivement, vu votre pays, vu vos ambitions, votre PIB doit passer de 70 milliards de dollars actuellement à 300 milliards de dollars si vous voulez avoir, comme vous dites, un pays à revenu intermédiaire. Et donc, ce qui fait beaucoup d'opportunités. Maintenant, je vais vous dire une chose. Ce qui revient de la présentation, c'est quand même au niveau de la mobilité, la logistique, de la mobilité, il y a quelque chose à faire et c'est là où on peut travailler ensemble parce que là, je vais faire directement le lien avec un domaine où j'agis, qui est le matériel de transport, qui est l'automobile. Et quand on parle de ce domaine-là,
on est véritablement dans un esprit, en plus, comme l'a dit Sa Majesté, le vrai esprit gagnant-gagnant. Mais en plus, c'est même pas une question de dire gagnant-gagnant. J'ai coutume pour dire, si je vends, je dois acheter, et si vous vendez, vous devez aussi acheter. Et c'est dans ce cadre-là que nous devons dire qu'il y aura un équilibre. Personne n'a envie d'être le dindon de la farce dans un échange. Nous, en tant que Marocains, nous l'avons vécu dans d'autres accords. Nous ne voulons pas que ce soit le cas avec ça. Donc, vous avez dans l'automobile, dans le transport, il y a une chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur commence par les mines, les matières premières, en passant par les semi-produits composants, les éléments CKD, la fabrication, le montage, le marketing, la commercialisation, ce qui fait que dans une chaîne de valeur de l'automobile, en général, entre deux pays et entre plusieurs pays, personne ne peut se targuer de dire je vais faire les 100%, mais chaque pays qui intervient, et notamment le pays consommateur, en prend au moins pour 30 à 40%. Et ça, je crois que nous pouvons le travailler. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai vu beaucoup de chiffres. 20 millions de dollars entre nos deux pays, c'est peanuts. On va dire les choses comme elles sont. Et si on veut, parce que là, je vais venir, on va entendre des entrepreneurs. Je crois que c'est bien tout ce qu'on fait en macro, c'est bien tout ce qu'on fait entre les grandes institutions nationales, entre les grands organismes. Et ce qui est important, c'est ce qui se fait sur le terrain, entre les opérateurs. Et je crois que demain, si on a à se réunir, c'est de dire déjà qu'on doit viser 1 milliard de dollars d'échanges et qu'on doit déterminer comment faire 1 milliard de dollars d'échanges entre les deux pays dans les 3 ans à venir. Et ça, on liste des opérations et on voit de part et d'autre comment le faire. À votre disposition. Parfait, merci. Je voudrais ajouter d'autres mots en mots. C'est déjà écrit. Je vais juste ajouter les questions qu'on a reçues des entreprises, comme ça vous allez les noter et répondre à votre aise. Il y a, je pense, une question qui revient souvent et c'est à l'attention de Monsieur l'ambassadeur, qui est la problématique des visas. Comment accélérer le processus d'obtention des visas? Il y a une problématique qui se pose sur ce que disait aussi Monsieur le vice-président, les transferts de compétences et de savoir, c'est-à-dire que au Maroc, on a plusieurs institutions qui sont en mesure d'accompagner le développement de votre pays, notamment sur la partie, par exemple, agro-agri, sur des instituts pour la meunerie, minoterie, etc. Donc, il semble qu'il y a des instituts qui sont à votre disposition. Sachez que la SMEX aussi, il a la SMEX Academy pour la dynamisation des exportations. Alors, la question sur les nouvelles technologies, comment les startups peuvent investir dans votre pays, s'il y a aussi un dispositif d'accompagnement pour ces startups et l'intégration de chaînes de valeur, parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas vu comment donc certains secteurs peuvent travailler ensemble de manière à générer de la valeur, c'est-à-dire de la matière première et de l'expertise. Je ne sais pas si M. le Président a des choses à ajouter, puis après vous aurez le temps de répondre. Merci beaucoup. Oui, en fait, le but de mon intention de conclure, mais des questions. Non, justement, il y a laissé à mes chers vice-présidents, n'est-ce pas, la possibilité de s'étendre. Mais il y a eu des oublis quelque part. Alors, là, il a bien parlé de la mobilité. Mais qui dit mobilité parle de l'énergie renouvelable. Tout à fait. L'énergie tout court. Ou énergie et mobilité. Parce que quelque part, le Maroc est en train de se transformer en créateur, en fournisseur de bus et de cars électriques. Alors, ce qui va vous ramener plutôt votre pays à importer moins de pétrole. Parce que le pétrole, ça s'envole. Vous ne l'avez pas ad hoc. Mais par contre, vous avez le vent et vous avez le soleil dans quelque part. C'est pour cela que j'ai mis l'accent sur la mobilité à travers l'énergie renouvelable. Vous avez parlé aussi de véhicules électriques. Le Maroc est en train de passer plus que l'Europe, n'est-ce pas, pour la fabrication de véhicules, de bus et de cars électriques. Alors, en ce qui concerne le poisson, j'ai bien compris que vous cherchez, n'est-ce pas, une niche, mais en tant que président de la Fédération des pêches, dites-moi sous quelle forme vous voulez cette collaboration pour le poisson. Merci. Et tout cela pour rejoindre
C'est un chiffre qui est de 1 milliard de dollars à titre d'échange que nous aspirons. Il faut arriver à ça. Alors, pour l'histoire, M. l'ambassadeur a parlé de Sa Majesté que des son âme, Mohamed V, n'est-ce pas, et le président Lumumba, qui était présent. Pour l'histoire, j'étais présent. Je vois que mais la couleur de mes cheveux ne va pas démentir ceci. J'ai été présent de bout en bout. Enfin, ça c'est une autre paire de... Voilà. Merci, Monsieur le Président. Donc, à vous la parole, Monsieur l'ambassadeur, Madame la directrice, Monsieur le directeur. Merci beaucoup. Je vais répondre sur la question des visas, puisqu'il n'y a que moi qui puisse répondre à cela. Au mois de février, je crois, la question m'avait été posée par la CGM. Je crois y avoir répondu, mais puisque ça revient, nous pouvons, entre la SMEX et l'ambassade, trouver un modus operandi. Parce qu'il m'est impossible de donner des visas à n'importe qui. Il y a, certes, on a parlé tout à l'heure des PME, des petites et moyennes entreprises. C'est vrai, il faut les encourager, mais quelqu'un qui vient pour aller sur la RDC avec un capital, excusez-moi, de 100 000 dirhams, il voulait avoir la couverture, la garantie de l'État congolais pour ces 100 000 $. Des fois, c'est gênant, je ne peux pas, je crois. J'ai longuement échangé avec madame, mais ce que je souhaiterais pour la facilitation, puisque nous sommes là pour vendre la RDC, vendre les potentialités de la RDC. Pouvons nous mettre d'accord sur un point que vos opérateurs, vos membres qui veulent venir prendre des visas, ils passent par vous, que vous me saisissez par une note dans le visa. Je n'aurai pas à demander à Kinshasa, puisque ce sont des opérateurs économiques qui sont sérieux, des exportateurs qui sont connus, je leur donnerai des visas aussi facilement. Et je le fais déjà. Je crois que les gens de l'OCP qui étaient venus, je ne suis pas référé à Kinshasa. Je peux en témoigner, monsieur l'ambassadeur. Permettez-vous, monsieur l'ambassadeur, Je vous en prie. une question à ce niveau-là, juste une suggestion. Ce qui n'est pas fait avec d'autres pays, qui n'a jamais été fait, c'est qu'une fois pour toutes, quand il y a des visas, qu'il y ait une base de données de gens qui ont le visa, de manière à ce qu'une fois qu'il y a un visa et que ça se passe bien, ce n'est pas la peine qu'à chaque fois, on remette tous les documents, toutes les choses, et que cette base de données permet d'avoir ce club qui est permanent. Mais ça dépend, bien entendu, de la réglementation et des contraintes. C'est une amélioration que vous nous proposez. Nous allons en tenir compte. Je crois que c'est aussi fatigant que de remplir tous ces formulaires. Et pour ceux qui ont déjà eu des visas chez nous, on va voir ça. On prendra ça en considération. Merci beaucoup sur la question. Donc, je pense que c'est quand même une nouvelle assez importante que l'ambassadeur est en train d'annoncer ici. Il dit qu'une fois permettez, c'est vous qui avez provoqué tout ça. il est en train de dire qu'une fois que c'est vous qui signez pour les membres de la SMEX, il n'y a plus beaucoup d'éléments et il prend son engagement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux de la SMEX ici peuvent s'estimer heureux ou en train de réaliser que les visas peuvent normalement être accordés, libérés assez gentiment. Alors, je vais revenir sur cette question. Je ne suis pas diplomate, je ne suis pas d'affaires étrangères. Je m'interdis d'entrer dans son domaine. Partout où on rentre pour aller obtenir les visas, je peux vous assurer combien de fois nous remplissons les mêmes documents. Même si c'est 20 fois, on les remplit systématiquement sur la question. Je pense que ça dépend des questions bilatérales. Alors, je vais revenir sur les questions, comment les startups peuvent travailler ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, c'est d'abord des questions individuelles. Aujourd'hui, une startup qui veut entrer en relation avec une startup en RDC, c'est d'abord des intérêts particuliers. Un opérateur économique qui veut faire des affaires, il vient en RDC, il identifie des startups et il se dit, est-ce que je peux valablement trouver une startup compétitive, compétente, intègre, éthique et constante? Et il y a différentes structures en RDC qui permettent d'aider cela. Nous avons la NAPI, nous avons la NAPEX, nous avons des structures privées, nous avons la Fédération d'entreprises du Congo, nous avons la Confédération
des petites et moyennes entreprises congolaises qui peuvent vous permettre d'entrer en relation avec des startups. Vous faites votre survey et puis après, vous entrez en relation avec elles. Maintenant, est-ce que cela est garanti? Oui, cela est garanti. Nous avons des entreprises qui se mettent ensemble. Nous avons des partenariats entre des structures étrangères avec des structures locales qui se permettent de pouvoir entrer. Donc, les questions qui ont été posées par les internautes, si les startups peuvent travailler ensemble, oui, c'est possible. Il suffit d'identifier. Vous pouvez passer par l'ANAPI. On essaie de vous mettre en relation d'affaires et cela peut se mettre ensemble. Sur les questions des chaînes de valeur, comment travailler? Parce qu'elle était subsidiaire à cette question-là. Tout dépend de l'intérêt ou de l'identification de l'intérêt qui est mis en place. Il y a toujours une slide que nous mettons lorsque nous faisons la présentation dans le secteur minier. Aujourd'hui, avec les batteries électriques, il peut y avoir un premier point qui est l'exploitation, l'exploration. C'est dans ce sens que Procan Equipment peut arriver avec des structures minières. Elle peut être en relation avec une structure congolaise pour pouvoir exploiter le minerai qui est là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la distribution du produit qui va être là. C'est un autre pan dans la chaîne de valeur. Et là, vous pouvez trouver aussi des opérateurs économiques qui peuvent se mettre ensemble. Ça peut être la question du stockage, la question de l'emballage, ça peut être un certain nombre d'éléments. Il peut y avoir, je parle de la question du lithium, la question du coltan. Si on doit fabriquer des batteries électriques, il y a l'exploitation, il y a la fabrication de batteries, il y a la fabrication des véhicules électriques. Alors, il y a des spécialités dans chacun des éléments dans la chaîne de valeur. Et les gens peuvent se mettre ensemble. Aujourd'hui, les questions technologiques, les questions digitales, les questions de formation peuvent aller là-dedans. Les questions de distribution aussi. Il y a des spécialistes dans la distribution des produits. Donc, je suis en train de répondre à la personne qui a posé cette question. Est-ce qu'il y a cette mise en relation qui peut être faite ensemble? Oui, elle peut être faite ensemble. Énergie renouvelable, je suis totalement d'accord, Monsieur le Président, et même toutes les personnes qui sont intéressées à ça. Et nous sommes conscients que le taux de desserte chez nous est relativement faible, mais il y a une progression qui est en train de se faire. Il y a une option de développer l'énergie dans les provinces. Et ça, c'est à la faveur d'un vaste et ambitieux programme du chef de l'État, le PDL 145 territoires, qui veut en sorte que on développe l'intérieur du pays sur certains pans. On doit développer l'énergie, non seulement sur le secteur de l'hydro, mais on est aussi sur le secteur éolien, sur le secteur solaire, et des micro-barrages aussi qui permettent à ce que certains centres ruraux soient développés. Lorsque ces centres ruraux sont développés, l'écosystème se met en place. On a l'infrastructure qui viendra se mettre en place, on a l'école qui viendra se mettre en place, on a le secteur de la santé qui viendra se mettre en place, on a les banques qui se mettent en place juste à cause d'un mini-barrage ou d'un micro-barrage ou alors d'un barrage qui peut être de sources mixtes. Il peut y avoir l'hydro, il peut y avoir le solaire, il peut y avoir l'hydro, il peut y avoir l'éolien. Donc oui, je suis totalement d'accord sur ça. Et c'est transport. Et oui, en fait, ça crée le transport. Mais dans l'énergie, il y a ces trois pans. Il y a l'exploitation, il y a la distribution et il y a ce qu'on appelle le transport. Maintenant, quel est le pan qui prend le plus d'argent? Allez, c'est le réseau. Le réseau demande un investissement qui soit important. Et c'est pour ça que nous observons, lorsque les opérateurs économiques viennent en RDC, ils veulent entrer en partenariat avec des structures qui ont déjà bâti des réseaux. Allez, à la limite, c'est des questions qu'ils sont en train de dire, voilà, ils veulent une facilité, ils veulent simplement produire et bénéficier du réseau. Mais un opérateur économique que je considère comme étant beaucoup plus ambitieux, je vais utiliser ce terme-là, c'est quelqu'un qui se dit, je bâtirai dans le réseau. Le réseau prend du temps, mais le réseau vous donnera un avantage sur aucun autre opérateur économique. Parce que le réseau, il va demeurer d'une certaine manière. C'est discutable, c'est des questions économiques, et ça, c'est une approche que j'ai, que je peux défendre. Pourquoi? Parce que nous avons une société d'État, historiquement de la RDC, qui aujourd'hui est entrée en partenariat avec la plupart des entreprises qui existent, qui sont en train de fournir l'énergie électrique. Et ce partenariat, c'est le partage de distribution du cent qui est produit à l'électricité. Finalement, qui est propriétaire de cette énergie? C'est celui qui a le réseau. C'est celui qui bénéficie du réseau. Vous pouvez avoir votre énergie que vous produisez. Si vous n'avez pas le réseau, vous ne savez pas le vendre. Vous aurez du maïs chez vous et vous n'aurez pas le consommateur. Moi, j'ai accès au consommateur. Donc, c'est ça un exemple le plus basique là-dessus. Alors, il y a aussi une question qui avait été posée sur est-ce qu'il y a une entreprise marocaine, une banque marocaine? Il y a BMCE à travers de BOA. Donc, ça, je pense que
nous pensons aussi qu'il peut y avoir d'autres initiatives marocaines qui peuvent venir là-dessus. Alors, la question du PIB non monétaire, vous avez raison, Monsieur le Vice-président. C'est une discussion que je peux appeler scientifique. Je vais laisser Madame derrière là-dessus. Mais j'ai un point de vue là-dessus et vous avez totalement raison. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les petites et moyennes entreprises qui sont dans l'informel, qui en fait constituent le gros d'une économie. On peut peut-être négliger les petites et moyennes entreprises dans l'informel, mais en fait, la force du pays dans l'économie, c'est ceux-là qui sont dans l'informel. Cet argent circule dans le pays d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent être dans l'informel, mais ils sont en train de dealer avec des entreprises qui sont dans le formel. Et finalement, ils avancent là-dessus. Mais Je n'ai pas parlé d'informel. non. Non, vous avez totalement raison. Moi, je voulais donner une autre dimension dans cette question non monétaire. Donc, c'est une discussion scientifique, c'est une question de débat. Madame, je pense que je vous passe la parole sur les autres questions qui sont à votre portée et on pourra peut-être enrichir le débat. Merci beaucoup. Merci, M. le DG, pour la parole. Alors, je commence là où vous êtes arrêté, sur le PIB, effectivement. Ça me met un peu mal à l'aise, mais bon, nous avons besoin d'un référentiel. Nous avons besoin d'un référentiel pour comparer les niveaux, effectivement, du pays avec lequel nous voulons avoir des affaires. Lorsque je rentre dans ce qui est formellement présenté, le PIB, en tout cas du Maroc, semble être 2 fois supérieur à celui de la RDC. En tout cas, j'ai vu le chiffre de cette année de 2022. Vous êtes autour de 44 milliards, nous sommes autour de 22 milliards. Ça, ce sont les informations formelles. Le problème, effectivement, la critique. Ils sont à 100 ans. 120 milliards. Parce que moi, j'ai vu, en nominal ou en réel? Déjà, il y a trop. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Ça, OK, on va arrêter sur ça. oui, Ouais. les statistiques internationales. Les statistiques internationales que j'ai fait, effectivement, le PIB a toujours été jugé partiel et même partiel parce que ça ne prend pas en considération toutes les informations. Mais n'empêche que, comme référentiel, nous disons, et voilà, ça arrive avec lequel nous pouvons faire des affaires parce que ça semble être effectivement un pays qui est en croissance, donc un taux de croissance sur une base beaucoup plus large. Et donc, nous disons qu'on peut faire des affaires avec vous. Et vous avez parlé du transfert de technologie, qui est, j'ai vu une question comme ça, nouvelle technologie, transfert de technologie, comment ça se fait? Effectivement, lorsque nous vous invitons à venir chez nous dans ce domaine où la demande existe, dans ce domaine où il y a un potentiel, effectivement, lorsqu'une entreprise vient avec tout son actif, son savoir-faire. Vous avez parlé de... Donc, c'est ça, effectivement. Donc, nous sommes ouverts à cela, à ce transfert de technologie. Je pense que la vice-présidente a parlé de l'entrepreneuriat féminin. Il y a eu une réforme qui a été introduite dans l'enseignement où les cours de l'entrepreneuriat commencent déjà à l'école primaire pour créer cet esprit d'entreprise. Et même en tant qu'enseignante, j'ai pris un cours au niveau de l'université sur l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, nous avons hérité d'un modèle, nous avons plus aller chercher du travail plutôt qu'en créer. Or, c'est le secteur privé qui crée la richesse. Donc, de ce côté-là, et puis, nous, au niveau du ministère du Commerce extérieur, nous encadrons beaucoup de femmes, beaucoup de corporations, beaucoup d'associations des femmes commerçantes, des femmes d'affaires, et on essaie de le pousser parce que le commerce extérieur est également un point d'entrée au pays, en tout cas, pour non seulement, surtout pour les étrangers, pour les investisseurs. Nous travaillons avec la NAPI, nous travaillons avec, c'est un ministère transversal qui travaille avec les ministères sectoriels clés pour essayer d'assister les investisseurs. C'est vrai que l'assistance de la NAPI est peut-être beaucoup plus précise, mais nous les orientons vers des niches, comme vous avez dit, ou bien vers des secteurs porteurs. Une question intéressante, c'est sur le poisson. Alors, comment faire pour la pêche? Pour la pêche, actuellement, donc, le ministère de la Pêche est en train d'acquérir 15 bateaux. Et donc, l'offre est mondiale. 15 bateaux de pêche pour relancer. Quel type de pêche? Parce que... Alors, il y a, pêche industrielle. Oui. Donc, pêche industrielle. Industrielle. Donc, en haute mer. En haute mer, même l'aquaculture aussi est en train Même d'être... sur le fleuve. Même sur le fleuve, parce que le fleuve est poissonneux. Oui, donc, Très poissonneux. Là où il y avait et pas de poisson et on a de l'huile. même chiffré, ils ont un chiffré aujourd'hui, et je crois autour de 21 millions de dollars pour réaliser cet investissement. 15 bateaux.
15 bateaux de pêche. 15 bateaux. Le gouvernement venait juste il y a, je crois, 3 mois. Construire. Chez Non, vous. Acquérir. 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 Auprès de qui? Ben, même ici. Ah, Vous avez- C'est ouvert. C'est ouvert. C'est une offre mondiale. En tout cas, qui a été lancée. Il y a un appel d'offres. Oui. Bon, voilà. Le besoin est évalué à 21 millions de dollars. 21, 261 millions de dollars. On peut donner des informations. Bien sûr, c'est un c'est projet. pas pour vous vendre. C'est pour vous conseiller parce que quelque part, maintenant, nous avons les instructions de notre roi. Il faudra considérer l'Afrique et nous sommes africains, donc quelque part, il n'y a pas de négocier avec un super bénéfice. Pareil. Ce sont les instructions de notre roi. Donc, rien. Si vous êtes sur le bon chemin, bonjour. Si vous ne l'êtes pas, Oui. on vous sollicite pour changer. Le besoin est là, mais les infrastructures pour fabriquer des bateaux sur place n'existent pas. C'est comme ça que dans un premier temps, Ah, vous voulez l'infrastructure. si on peut avoir, ça sera une bonne chose. Un entretien avec vous serait. Oui. Donc, D'accord. 15 bateaux de pêche. Ça, Et vous avez une cote de combien, madame? La cote sur la mer, sur l'Atlantique? Je n'ai pas le chiffre exact, mais je peux vous les donner. Mais ça, c'est un besoin d'un prochain webinaire sectoriel parce que nous avons levé les autres. D'avoir des webinaires sectoriels. Cette fois-ci, on peut rester sur l'agriculture, sur la pêche, on peut rester sur l'industrie, sur le tourisme. Et ça, c'est des éléments importants. Mais on peut promettre de mettre à disposition cette information. Oui, l'information. Même aujourd'hui, avant de terminer, je peux retrouver l'information. Alors, si vous pouvez me donner justement, et quels sont les. Je peux retrouver l'information. Alors, il y a deux choses. Avant la fin ici. La fenêtre, vous avez sur l'Atlantique. Oui. Et des espèces que vous pêchez, ou plutôt qui existent. Oui. Parce que ce n'est pas la peine d'acheter un sardinier si vous n'avez pas de sardine. Ce n'est pas la peine d'acheter un céphalopodier si vous n'avez que de la sardine. Et bon, ça dépend. Le ministère du Commerce extérieur étant transversal, donc nous recueillons les ministères sectoriels leurs besoins. Ce qui permet effectivement d'assurer la production, qui permettra de réduire les importations. Je vais vous donner ces informations-là. Alors, il y a la question aussi du transport. Et le financement, avez-vous prévu le financement? Alors, moitié justement par les trésors publics congolais et une partie par de partenariat public-privé. Est-ce qu'on peut avoir la garantie souveraine pour la différence? J'ai répondu à cette question en disant qu'aujourd'hui, et déjà vous savez, lorsqu'on est en programme avec le Fonds monétaire, la question de garantie souveraine, c'est une question. C'est un problème qui est posé depuis longtemps. Depuis plusieurs années. Mais cependant, il y a des mécanismes innovants qui existent. Tout dépend de la taille de l'investissement avec le ministre des Finances, avec le ministre du Commerce extérieur et aussi avec les décideurs politiques sur cette qualité-là. Et ça, c'est une question qui devrait être abordée politiquement entre Sa Majesté le Roi, le Président de la République, dans la question de la grande commission mixte qui pouvait se mettre en place. Mais c'est des éléments qui peuvent être discutés. J'ai toujours dit que dans le business, tout est question de négociation. Tout est question de négociation. Oui, désolé, madame, vous avez interrompu, allez-y. Non, ça va. Et bon, pour la question sur le transport, effectivement, il y a le problème de la connectivité du pays avec le programme des 145 territoires. Donc, le pays a maintenant besoin des entreprises de transport. Nous avons besoin de construire des aéroports. C'est effectivement, vous venez avec commencer et puis vous exploitez votre entreprise de transport. Ce besoin, il est réel. De connectivité du pays, de 145 territoires, parce que des fois, on me pose la question, mais voilà, vous allez vers l'intégration régionale, est-ce qu'il faut pas d'abord vous connecter intérieurement? Ce besoin, il est là. Donc, le besoin d'une entreprise de transport, il est réel. Il est réel, le montage se place, ce qui sera mieux que juste importer voilà, du matériel de l'extérieur. Le besoin, il est là. Une création d'une entreprise de transport routier comme aérien. Transport routier comme transport aérien. Un élément avait été évoqué tout à l'heure par le vice-président en disant que lorsqu'il doit vendre en RDC ou vendre en Afrique, il passe par un trader européen. Je n'ai rien contre, c'est peut-être des choix économiques judicieux, probablement, mais de plus en plus que je discute avec des collègues en Afrique ou des opérateurs économiques en Afrique, c'est une méconnaissance des lois et des opportunités qui existent entre différents pays. Ça, c'est un élément, mais c'est aussi la question du climat des affaires. C'est pour ça que nous avons levé des options
de lever les obstacles qui pourraient exister entre deux opérateurs économiques africains. Je vous donne un exemple. Il est plus facile pour moi de pouvoir consommer moins de crédit téléphone lorsque je suis à l'étranger que lorsque je consomme de crédit téléphone entre des appels intra-africains. Je n'ai jamais compris ce phénomène-là. Et ça, c'est des éléments qui peuvent être levés par des textes et lois, et nous sommes en train d'avancer sur ces points. Mes connaissances des textes, méfiance entre différents pays africains, je l'ai observé. Il est plus facile pour nous de faire confiance à quelqu'un en dehors de l'Afrique, mais difficilement. Et ça, c'est des éléments que nous devons avoir le courage d'aborder, de commencer et de créer la différence. Et c'est le cas, mais je suis, moi, en faveur des traités bilatéraux. Moi, je suis en faveur. C'est plus rapide. Ouais. Ce sont deux choses différentes. C'est d'ailleurs la question que je voudrais poser. Est-ce qu'il y a un accord bilatéral entre le Maroc et la RDC aujourd'hui? Comment les produits marocains rentrent chez vous? C'est le droit. Il y a un accord. Allez-y. Nous sommes en train d'avancer vers la vente autonomie. Donc, aujourd'hui, c'est le droit. Ouais. Non, le problème est uniquement un problème commercial. Vous savez, le commerce international aujourd'hui est entre les mains de tourisme aujourd'hui, est entre les mains des Européens. OK. Le commerce marchand aujourd'hui est entre les mains des Français. Et les finances aujourd'hui sont entre les mains des autres. C'est bon. Et quand vous vendez, quand vous êtes une petite entreprise, une moyenne entreprise, et vous avez fait une vente de 1 million, 2 millions de dollars, mais la capacité d'avoir un problème financier. Exact. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous sous-traitez l'aspect risque et l'aspect finance auprès d'un trader. Oui. Ce sont des gens qui sont installés, etc. Moi, d'ailleurs, je dis à mes amis de la SMEX, quand on parle de la ZLECA, je lui dis à Sylvain Fray, quand vous montez une entreprise, il faudrait avoir des gens à expatrier pour qu'ils soient sur place et de manière à être connectés à la valeur marchande des produits ou à l'investissement à la valeur marchande. Mais là, on est déjà dans le prochain. Les entrepreneurs du terrain, parce qu'ils attendent de l'autre côté. C'est bien d'avoir la parole, je pense. Oui, je pense qu'on a oublié un petit peu les entreprises qui nous suivaient. Tu nous as dit que tu avais rappelé un peu de questions. En perdant encore du temps. Est-ce que, s'il vous plaît, il y a une question ici sur la table. Je crois que la secrétaire générale a une question. Il y a une question sur les produits pharmaceutiques marocains. Est-ce qu'ils sont acceptés dans votre pays? Donc voilà, rapidement, parce qu'en fait, on a plusieurs questions. Les entreprises qui suivent. Madame la secrétaire générale, peut-être vous avez une question ou une réaction par rapport? Non, pas de question. Je voulais juste dire à nos membres de la SMEX qu'on a au minimum 3 bonnes nouvelles à leur annoncer aujourd'hui. La première a été annoncée par son Excellence Monsieur l'Ambassadeur en termes de facilitation de la délivrance des visas. Et je peux moi-même, à titre personnel, témoigner de toute la diligence des services de l'ambassade dans l'octroi de mon propre visa et de ceux de mes clients très, très rapidement. Je n'ai pas vu une telle réactivité dans d'autres ambassades. Donc, merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, pour cela. Un des axes de coopération qui sera mis en place entre la SMEX et la NAPI dans le cadre du protocole d'accord qu'on signera en marge de ce webinaire consistera en l'institutionnalisation d'un cadre d'échange et d'accès à l'information. Donc, nos membres auront accès à des informations privilégiées sur le pays, sur la RDC, sur les opportunités d'affaires. On mettra en place des guides destinés à l'investisseur marocain intéressé par la RDC et vice-versa, évidemment, et ainsi qu'à l'exportateur marocain et congolais. Nous organiserons, comme l'avait indiqué M. le directeur général, des webinaires sectoriels par thématique. Et donc, une des thématiques à l'ordre du jour sera le secteur de la pêche, entre autres. Et je voudrais aussi les rassurer sur la troisième bonne nouvelle, qui est l'accompagnement de l'ANAPI, l'Agence nationale de la promotion des investissements. Nous avons pu témoigner de tout l'accompagnement que l'ANAPI accorde aux investisseurs dans
nous-mêmes en cours d'installation en République démocratique du Congo et notre client Procanec. Donc, ils sont là pour l'identification des opportunités d'affaires, des partenariats. Ils sont là pour nous accompagner dans l'organisation de nos séjours, faciliter les rencontres sur place. Et donc, vous avez un accès privilégié à cette facilitation grâce à l'INPI. Et donc, voilà tout ce que vous souhaitez dire, monsieur le directeur. Merci rapidement. Allez-y, madame, votre question. Je suis désolé de vous avoir fait patienter. Allez-y. Il n'y a aucun souci. Alors déjà, je me présente, je suis là sous 2 casquettes. Donc, je suis Bora Kakisingui, de nationalité congolaise RDC. Alors, représentante du média Afrique Agriculture, qui est le média de référence des filières agri-agro en Afrique, et aussi fondatrice de la plateforme Diaspora Active, une plateforme qui met en avant les talents et les réalisations de la diaspora afro-descendante. Alors, sur le volet agro, de toute façon, l'OCP est un partenaire historique d'Afrique Agriculture, donc on suit de très près ce que fait OCP, donc dès qu'il y aura de l'actualité au niveau de la RDC, on ne manquera pas de la relayer, et aussi, bien sûr, tout ce qui concerne les projets agro-industriels qui ont été évoqués tout à l'heure. Je serais ravie d'en savoir un petit peu plus et pourquoi pas relayer l'information au niveau de nos rédacteurs, notre rédacteur en chef et l'équipe aussi de reporters au niveau de la RDC. Je vais plutôt m'attarder ici sur le volet humain. Alors, on a beaucoup parlé de capital, d'investissement, etc. J'ai entendu à un moment, bien sûr, monsieur le vice-président évoquer l'importance de se rencontrer. Et dans l'importance des rencontres, justement, je voudrais ici m'adresser au volet humain. On a parlé de la question des visas. Et c'est vrai que la question des visas, de part et d'autre, le développement, en tout cas, des relations qu'on a pu voir entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de visa. Il y a une facilité de circulation des personnes, facilité qui est bien sûr basée sur la confiance, sur une relation de confiance qui s'est construite au fil des années. Ça, je pense que c'est ce qui a pu aider pour la facilitation des visas. Sénégal, il n'y a pas de visa. Ce n'est pas de visa, c'est bien ça. C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Après, pour ce qui concerne ce volet humain, je n'ai pas malheureusement entendu parler de la diaspora. Pourtant, il y a de nombreux diplômés kino-congolais qui sont même à des postes parfois très stratégiques dans des entreprises marocaines et dont la compétence, la connaissance de la culture des 2 pays, que ce soit le climat des affaires, la culture des affaires des 2 pays, pourra aider à faciliter, à faire décoller en fait la relation entre le business, pas seulement la relation, mais le business entre les 2 pays. Je peux vous dire déjà qu'en l'occurrence, l'un des doyens de cette diaspora afro-descendante ici, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas un Sénégalais, c'est bien un kino-congolais. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour développer les relations économiques entre nos 2 pays. Mais voilà, je suis de la diaspora, je suis là, je leur relayerai l'information. Mais ce serait, pourquoi pas, intéressant d'impliquer les entrepreneurs. D'ailleurs, pour parler d'entrepreneuriat féminin, monsieur l'ambassadeur, j'ai le plaisir aussi de vous annoncer, ainsi qu'à madame la vice-présidente, que jeudi, nous sommes 2 femmes kino-congolaises entrepreneurs à être intervenantes dans une conférence sur la création d'entreprises auprès de membres de la diaspora qui sont ici au Maroc. Ce sera en live, ça se passe à Marrakech, mais comme intervenantes, ce sont 2 femmes congolaises, donc votre humble personne ici présente, est une autre entrepreneur kino-congolaise ici au Maroc qui vont parler de création d'entreprises ici au Maroc. Okay. Donc, des personnes de la diaspora qui racontent leur expérience en tant qu'entrepreneur au Maroc. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez une série de questions. À vous la parole parce qu'on va passer à une cérémonie de signature de protocole. Excellent. À vous la parole. Je peux intervenir ma concitoyenne. Votre fille. Vous m'excusez, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'égards pour les dames. Parce que ici, on vient de débattre, il n'y a pas de genre. Moi aussi, monsieur. C'est la première fois que je vous découvre, 7 ans après. Je ne vous ai jamais vu. Ce que vous dites là, nous l'apprenons ici, si vous passiez par l'ambassade. Quand même, nous sommes une ambassade où il y a 3 dames sur 7 diplomates. Nous avons 3 dames. Vous pouvez passer si vous ne me voyez pas. Vous pouvez voir, on voit une qui est là. Elle est juriste de formation, elle est là. Il y en a 2 autres qui sont à l'ambassade. Venez à tout moment, je vous recevrai. Je prends ça comme une invitation. J'y suis déjà passée. Mais vous ne m'avez jamais cherché, ça ne fait rien. Je vous cherche. Ouais. Je voulais ajouter une chose là, parce que tout à l'heure, Monsieur le Président et Monsieur le Secrétaire, Monsieur le Directeur général vont signer un accord de partenariat. Il y a eu une interrogation, une préoccupation sur les accords entre le Maroc et nous.
il y a des accords qui devraient être signés avant le Ramadan. Avant le Ramadan. Et Sa Majesté le Roi devait se rendre à Kinshasa, mais compte tenu de sa personnalité en tant que commandeur des croyants, il devait revenir au Maroc et le voyage a été reporté. Parce que moi-même, je me trouvais déjà à Kinshasa pour faire partie de l'accueil. Mais c'est remis. Mais il y a, sur la double imposition, il y a des accords qui vont être signés. Il y en a déjà 4 qui sont approuvés par les 2 parties. Et il y a aussi la coopération commerciale pour lequel c'est la RDC qui doit encore mettre ses observations. Et ça viendra aussi. Je crois que lors de la visite, soit de Sa Majesté en RDC ou de notre président ici au Maroc, nous aurions 9 accords qui seront signés. Merci beaucoup de cette question. Alors, vous avez posé la question de savoir si les produits pharmaceutiques marocains sont accrédités en RDC. Je pense que vous savez que le secteur de la santé pharmaceutique, c'est un secteur très réglementé, passant par des règles, des normes, c'est vraiment très réglementé, c'est l'OMS qui les valide. Je me rappelle qu'en 2020, nous avions eu quand même à bénéficier de l'aide marocaine sur les produits pharmaceutiques par rapport à Covid, et c'est passé par une chaîne assez importante, et ça, c'est des éléments qui donnent déjà des indications. Parlant déjà avec le secrétaire général, il dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de restriction pour les différents pays, il suffit de respecter ce qu'on appelle cette chaîne d'accréditation, et il ne devrait pas y avoir de frein à cela. J'ai vu ça avec le Kenya et je vous donne un exemple d'ailleurs avec les produits Covid. Moi-même, j'ai vu ça avec le secrétaire général de la Santé, le ministre à l'époque. Ça sera le second webinaire. Vous posez la question de savoir sur le rôle de la diaspora. Nous avons un excellent message à la diaspora en disant que nous ne pouvons pas parler de la croissance du pays sans utiliser ou sans faire participer la diaspora. On considère que c'est une source non seulement des revenus, parce que je ne veux pas dire que c'est accessoirement, mais aussi et surtout du savoir-faire et du réseau que la diaspora devrait avoir. Et moi, je pense que la diaspora, elle devrait faire confiance au pays. Elle devrait faire confiance au système. Elle devrait savoir que lorsqu'elle rentre au pays, elle trouve aussi un écosystème avec des gens qui existent déjà pour travailler là-dessus. Il est cependant vrai qu'il devrait y avoir ce qu'on appelle des mécanismes pour permettre à cette diaspora de pouvoir investir en RDC, à l'instar peut-être du Maroc, mais surtout de l'île Maurice, où on est en train de faire en sorte que la diaspora, lorsqu'elle revient, elle a une période qu'on appelle d'amnistie et consorts. Mais ça, on a contourné. On a la loi sur l'entrepreneuriat et les startups qui prévoit déjà que les PME qui sont en train de s'installer, qui sont créées en RDC sous certaines conditions, ont une amnistie pendant une année, amnistie fiscale, 0 taxe. Et l'année qui va suivre, après cette année-là, c'est 50%. Ça permet à ce qu'il puisse y avoir une concurrence loyale avec des PME qui sont au niveau local, mais aussi avec la diaspora. Bien entendu, il y a déjà des mesures douanières qui existent, qui font en sorte que lorsqu'une diaspora est en train de revenir sur ses biens domestiques, sur ses biens par rapport à son installation, il y a une exonération des frais qui existe là-dessus. Il suffit de produire les différents éléments. Alors, vous voulez poser la question de savoir sur ECP, vous êtes journaliste, je pense, d'investigation, allez sur ECP. Non, on est en partenariat avec vous. Excellent. Donc, vous aurez là-dessus. Et je voulais préciser une chose. Madame a parlé d'une réforme qui a été faite pour le secteur féminin. Nous avons fait une grosse réforme dans le code de la famille. Je respecte les dames et je respecterai toujours les dames, mais il y avait une loi qui n'était pas véritablement en faveur des femmes, où il y avait l'autorisation maritale pour qu'une femme puisse non seulement travailler, mais exercer le commerce. On l'a fait sauter, cette loi. On a fait sauter cette disposition. Aujourd'hui, la femme peut créer un business sans passer par son mari. Bien sûr, le mari reste le chef de famille, il reste, voilà. Et ça, c'est un élément. Aujourd'hui, pour sortir même du pays à l'époque, c'était difficile pour une femme de sortir. À l'aéroport, le gars de l'immigration devait voir l'autorisation maritale notariée validée. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est un pan qui nous a permis d'ailleurs, en doing business avec la Banque mondiale, de gagner autant de place. Nous avons été parmi les premiers réformateurs en Afrique sur cette question-là. Donc aujourd'hui, avec cette réforme du Code de la famille, qui est même en train d'avancer, il y a un boom dans l'entrepreneuriat féminin. Le gros des entreprises aujourd'hui qui ont une certaine résistance, c'est les entreprises, et je parle des petites et moyennes entreprises, et même des micro-PME, c'est celles qui sont tenues par les femmes. Et ça, c'est dû à un certain nombre d'éléments qui existent là-dessus. Je peux me mettre à votre disposition pour répondre à toutes les autres questions et pour nous permettre de clôturer là-dessus. Merci beaucoup.
c'est le temps imparti pratiquement une heure, c'est dire l'intérêt des sujets. C'est-à-dire aussi que, comme l'a dit le président, donc, il y aura d'autres webinaires et d'autres débats et d'échanges avec les entreprises qui étaient nombreuses, qui ont été là, qui nous ont suivis sur tous les moments forts et intenses d'échange. Et comme j'avais donné la parole au président pour inaugurer, la parole est à vous pour clôturer avant qu'on passe à la… En 2 mots, monsieur le président. Et chaque fois que je préside, on me demande, n'est-ce pas, C'est quand Brigitte vient de parler. On va passer à la signature. Et on va passer à toutes mesdames et messieurs, les entreprises nombreuses qui nous ont suivis. Et on passe à des choses plus agréables. Les relations. Merci beaucoup. Bravo.